J était un voyou ordinaire qui venait juste d'être renvoyé de l'école. Mais lorsqu'un inconnu mystérieux m'a attaqué et a tué mon père, j'ai découvert que j'avais du sang de démon en moi, et j'ai décidé que je devais maîtriser cette puissance pour me venger. Il y a fort longtemps, une race de démons appelée Oni vivait au Japon, détruisant tout et tuant les humains sans pitié. Personne n'osait se dresser contre eux. Mais alors, un homme courageux nommé Momotaro est apparu comme le sauveur de l'humanité. Il a attaqué le repère des Oni, anéantissant des milliers de démons. Mais ce était que le début d'une longue guerre entre Momotaro et les Oni qui s'est étendue jusqu'à l'ère moderne. Ignorant que cette vieille légende était liée à son destin, moi, un adolescent nommé Shiki, J, étais en train de nettoyer ma collection d'armes à feu tout en parlant au téléphone avec un ami. Je plaisantais sur le fait d'avoir été renvoyé récemment à cause d'une bagarre et je disais que ça ne m'importait pas, car j'en avais marre de voir les visages laids de mes camarades de classe tous les jours. Juste à ce moment-là, mon père adoptif Tsuyoshi est rentré à la maison, m'a donné une tape sur la tête et m'a demandé d'expliquer pourquoi j'avais été renvoyé. Je lui ai dit de me laisser tranquille, et Tsuyoshi était sur le point de me donner un autre coup pour mon ingratitude. Mais cette fois, j'ai réussi à l'esquiver. Tsuyoshi m'a ensuite demandé ce qui se passait avec toutes ces armes, car notre maison était un commerce de spiritueux et non une armurerie. Je l'ai aussitôt nargué en disant que la boutique de spiritueux était sur le point de faire faillite, car tout le monde savait qu'il perdait ses clients. Tsuyoshi n'a pas laissé passer, se moquant de moi pour mon arrogance après avoir été renvoyé. Et j'ai été vexé. J'ai dit que je ne deviendrais jamais un raté comme lui et que j'ai été vraiment soulagé que nous ne soyons pas de la même famille. Ces mots l'ont blessé, mais il est descendu pour prendre un appel professionnel. Tsuyoshi est parti livrer et j'ai soupiré, souhaitant qu'une personne riche m'ait adopté. J'ai ensuite essayé de pratiquer ma visée, mais une explosion à l'extérieur m'a fait sursauter. Je suis sorti pour voir ce qui se passait, mais un épais brouillard masquait ma vue. Soudainement, une étrange brume noire a jailli du brouillard, et je suis tombé en arrière sous le choc. La brume m'a poursuivi, m'a attrapé les jambes et m'a traîné dehors avant de me jeter dans la rue. Alors que je me levais, me demandant ce qui se passait, un vieil homme effrayant vêtu de blanc est apparu, prêt à m'attaquer. Cependant, l'instant d'après, Tsuyoshi est revenu et a foncé sur l'agresseur avec la voiture avant de me dire de monter. Il a conduit aussi vite qu'il le pouvait, affirmant que notre seule option était de quitter le pays. Cependant, je n'arrivais toujours pas à comprendre ce qui s'était passé. J'ai demandé à mon père comment il pouvait tuer quelqu'un avec une voiture, mais Tsuyoshi a dit que l'homme n'était pas mort et que nous devions aller le plus loin possible. Il était vraiment paniqué et m'a dit d'écouter attentivement car nous n'avions plus beaucoup de temps. Tsuyoshi m'a dit que J était un descendant des Oni et que l'homme qui venait de m'attaquer était un descendant de Momotaro. Je lui ai dit d'arrêter de plaisanter, car ce n'était pas le moment, mais Tsuyoshi a insisté sur le fait qu'il était très sérieux. Juste à ce moment-là, une lame faite de brume noire a transpercé le toit de la voiture, et Tsuyoshi ne l'a évité que de justesse. Il a réalisé que l'agresseur les avait rattrapés, puis les vitres de la voiture ont été soudainement recouvertes d'une brume noire, nous rendant complètement aveugles. Tsuyoshi a arrêté la voiture près d'un entrepôt abandonné, et est rapidement sorti, me disant que nous devions nous cacher immédiatement. Juste après, la voiture a explosé, et quand Tsuyoshi s'est retourné, il a découvert que j'avais disparu. Heureusement, il a vu une traînée de brume noire menant à l'entrepôt et a réalisé que son fils y avait été emmené. À l'intérieur de l'entrepôt, je me suis retrouvé coincé dans une toile d'araignée géante faite de brume noire, avec un homme effrayant nommé Samadar debout devant moi. Samadar m'a dit que le sang qui coulait dans mes veines était rien de plus que celui d'un insecte, et qu'éliminer de tels insectes était le travail de l'agence Momotaro. J était toujours sous le choc que Samadar ait survécu après avoir été heurté par la voiture. Mais juste à ce moment-là, Tsuyoshi est apparu, me disant que le conte de fées de Momotaro était réel. Il a dit que pendant des milliers d'années, Momotaro et les Oni étaient fait la guerre à travers leurs descendants. Finalement, les descendants de Momotaro se sont regroupés et ont formé l'agence Momotaro, prenant l'avantage dans le conflit et forçant les Oni à se cacher parmi les humains pour survivre. Je ne pouvais toujours pas comprendre ce qui se passait, mais Tsuyoshi m'a dit de le laisser s'en occuper. Samadar a soudainement créé 2 épées faites de brume noire, et en réponse, Tsuyoshi a également libéré une capacité similaire pour le combattre. Les 2 hommes se sont précipités l'un sur l'autre, leurs lames s'entrechoquant et créant une puissante onde de choc. Tsuyoshi a réussi à repousser Samadar d'une manière ou d'une autre, mais ce dernier l'a nargué en disant qu'il était plus faible qu'avant. Samadar a expliqué que la brume noire était la capacité unique que seuls les descendants de Momotaro pouvaient utiliser, et que Tsuyoshi était son ancien supérieur à l'agence Momotaro. J était abasourdi d'apprendre que mon père était un descendant de Momotaro. Mais Tsuyoshi a dit qu'il avait oublié tout ça. Samadar lui a demandé s'il avait également oublié à quel point les Oni étaient dangereux. Il a déclaré que pour avoir abrité un Oni, Tsuyoshi serait également éliminé. Tsuyoshi a répliqué en attaquant le premier, mais leur force était égale. Je ne pouvais qu'observer leur combat insensé avec stupéfaction, tandis que Samadar demandait à Tsuyoshi pourquoi il protégeait un monstre qui ne vivait que pour détruire. Tsuyoshi lui a crié de se taire et a tenté de lui infliger de graves dégâts. Mais Samadar était beaucoup plus rapide qu'il ne le pensait. Il a facilement esquivé l'attaque, puis a lancé un combo ultra rapide.
le blessant gravement et le rendant inconscient. Je me suis effondré en voyant mon père couvert de sang et j'ai maudit Samadar, hurlant que j'allais le tuer. Cependant, Samadar a dit que je le rejoindrais bientôt dans l'au-delà. Juste à ce moment-là, Tsuyoshi lui a attrapé la jambe et Samadar lui a demandé pourquoi il allait aussi loin pour protéger un Oni. Il a répondu qu'il n'avait besoin d'aucune raison pour protéger son fils. Il a dit que je n'avais fait de mal à personne et qu'il était mal de me tuer juste parce que j'avais du sang d'Oni. Samadar a simplement créé une épée de brume noire pour l'achever. Et la rage qui bouillait en moi a finalement atteint son paroxysme. Alors que mes yeux sont devenus rouges, j'ai juré de tuer le salaud qui tentait de blesser mon père, et ma puissance démoniaque s'est éveillée. Du sang a commencé à couler de tous les pores de mon visage, et mes cornes de démon ont poussé sur ma tête. J'ai hurlé que j'allais tuer Samadar. Et quand il s'est retourné pour me regarder, il a vu que je était plus lié par la toile d'araignée. L'instant d'après, une volée d'armes à feu faite de sang est apparue juste à côté de son visage. Mais grâce à ses réflexes rapides, il a bloqué tous les tirs. Cependant, j'avais déjà quitté ma position. Et tandis que Samadar se demandait où je me cachais, il a remarqué du sang coulant du plafond, là où j'ai été suspendu la tête en bas comme un Batman fou. Voyant ma forme sanglante, Samadar a réalisé que je-même était éveillé et que je pouvais désormais me battre en contrôlant mon sang. Mais ce était même pas la chose la plus effrayante en combattant un Oni. Soudain, je me suis précipité vers lui, le repoussant avec mes puissantes attaques. Samadar a rapidement renversé la situation me tranchant le bras, mais j'ai sauté en arrière, et mon bras a repoussé immédiatement. Ensuite, j'ai hurlé comme un fou. Et Samadar a commencé à transpirer en réalisant que ce combat n'allait pas être facile. J'ai transformé ma puissance en d'innombrables pistolets faits de sang, et Samadar a dû utiliser toute sa force et sa vitesse pour bloquer les balles. Juste à ce moment-là, je lui ai tiré un putain de missile. Et grâce à l'instinct, Samadar l'a évité de justesse, le missile explosant juste derrière lui. Le vieil homme a été contraint de fuir mon attaque implacable, mais il m'a ensuite lancé son épée, espérant m'achever rapidement. Cependant, cela n'a pas suffi, car je me suis rapidement rapproché et je l'ai mis à terre d'un coup de pied. Samadar était trop épuisé et blessé pour bouger assez vite, et je lui ai marché sur le visage avant de lui tirer dessus avec un bataillon de balles militaires. Pourtant, Samadar a survécu d'une manière ou d'une autre, bien que gravement blessé. Il m'a maudit, mais je me suis soudainement effondré, et les armes faites de sang se sont brisées. Ma transformation a pris fin. Et tandis que je fixais mes mains ensanglantées, je perdais la raison, me demandant ce qui s'était passé. Samadar s'est souvenu que était la réaction typique de ceux qui éveillaient pour la première fois la puissance des Oni. Avec la force qui lui restait, il a de nouveau invoqué une épée de brume noire, déterminé à finir le travail immédiatement. Cependant, juste au moment où il s'apprêtait à me poignarder, Tsuyoshi a sauté entre nous, se sacrifiant pour sauver son fils. Samadar lui a demandé comment il pouvait risquer sa vie pour sauver le garçon même après avoir vu le monstre qu'il était devenu. Tsuyoshi s'est contenté de penser à quel point j'avais été un garçon adorable et a dit à son vieil ami que être un père heureux, même pour une courte période, n'était pas une mauvaise chose. Juste à ce moment-là, quelques civils se sont rassemblés sur les lieux après avoir entendu l'explosion et ont appelé les pompiers. Samadar a décidé de battre en retraite. Il s'est transformé en brume noire et a disparu, me laissant seul, confus, avec un Tsuyoshi blessé. J'ai paniqué et j'ai dit à mon père que j'allais appeler une ambulance, mais il m'a dit d'arrêter car il savait que était la fin. Il voulait juste parler à son fils une dernière fois. Tsuyoshi m'a dit qu'il n'avait jamais pu me parler de ma lignée, car cela aurait signifié dire que des gens voulaient me tuer. Mais maintenant, il ne pouvait que me supplier de devenir assez fort pour vaincre à la fois Momotaro et les Oni, afin que je puisse vivre libre et heureux. Cependant, je lui ai crié de se taire car je n'avais pas fini avec lui. J'ai commencé à l'escorter dehors, disant que nous parlerions une fois qu'il irait mieux. Et M. Tsuyoshi m'a juste souri une fois avant de rendre son dernier souffle. Quand il est tombé au sol, j'ai perdu la tête. J'ai d'abord essayé de le réveiller, puis j'ai commencé à pleurer de manière incontrôlable. Juste après, un homme en patin à roulettes est arrivé. Et quand je me suis retourné pour regarder, il m'a mis KO d'un simple coup sur la tête avant de m'emmener dans un endroit où seuls ceux comme moi pourraient devenir plus forts. Pendant que Jar était inconscient, j'ai rêvé de moments heureux où je jouais dans le parc sous le regard de mon père. Mais le rêve est soudainement devenu sombre, avec la scène de M. Tsuyoshi mourant aux mains de Samadar. Je me suis réveillé en sursaut en regardant directement dans les yeux rouges sang de Samadar. Mais en regardant autour de moi, je me suis retrouvé bâillonné et attaché à une chaise dans une grande salle vide. Juste derrière moi, le type en patin à roulettes qui m'avait kidnappé faisait des pompes à une main avec son parapluie. Et il s'est levé dès qu'il m'a vu me réveiller. Ce jeune homme cool s'est présenté comme Naito, un Oni comme moi, et a rapidement fait pousser ses cornes. J'étais trop confus par tout cela, et je n'arrivais même pas à écouter Naito, qui refusait de me dire où nous étions. Il m'a informé que le corps de mon père était conservé en lieu sûr ailleurs, et qu'il m'avait amené ici pour me récupérer et évaluer. Naito a ensuite glissé soudainement vers le tableau blanc dans le coin de la pièce, et l'a tiré près de moi avant de se vanter de la rapidité et de l'efficacité de l'utilisation des patins à roulettes au lieu de marcher. Ensuite, il a commencé à m'expliquer l'agence Momotaro, disant que j'avais rencontré un type capable de manipuler un brouillard noir et de l'utiliser comme arme. L'agence Momotaro recherche et traque les Oni. Et en représailles, les Oni ont formé leur propre agence pour riposter.
Naito a dit que son travail était de trouver de nouveaux Oni éveillés comme moi, et de les amener dans un lieu sûr où il pourrait évaluer s'ils étaient dignes de rejoindre l'agence Oni. Après cette brève introduction, il a remis le tableau blanc à sa place, et m'a enlevé mon bâillon afin de procéder à l'entretien. Dès qu'il m'a enlevé le bâillon, j'ai commencé à crier de me libérer. J'ai aussi insulté Naito, le menaçant de le tuer s'il faisait du mal au corps de mon père, et Naito m'a immédiatement déduit un point de mon score, qui était déjà nul. Il m'a traité d'idiot parce que je ne comprenais pas ce que « conserver en lieu sûr » signifiait, car il l'avait mentionné quelques minutes auparavant. J était en colère, et j'ai dit qu'il n'y avait aucune chance que je puisse faire confiance à un type aussi louche et cool que lui. Et Naito n'attendait rien d'autre de ma part non plus. Il a décidé de me déduire des points supplémentaires chaque fois que je jurais et exigeais d'être libéré, me disant de coopérer si je voulais réussir l'évaluation. Je me fichais de cette évaluation, mais je voulais être libre rapidement, alors j'ai essayé de contenir ma rage. Cependant, je ne pouvais même pas faire cela correctement. Et Naito m'a dit d'arrêter de le regarder avec ce regard effrayant. J'ai explosé de rage en entendant cela, et Naito a décidé de même évaluer avec une méthode non conventionnelle, car les choses normales ne semblaient pas fonctionner sur les fous. Il a retiré sa cravate, et avant que je ne réalise ce qui se passait, Naito l'a utilisé pour étrangler de toutes ses forces. J'ai paniqué en étouffant, et Naito a dit que la véritable nature d'une créature se révélait quand elle était proche de la mort, et était ce qu'il voulait voir. J'ai essayé de me débattre de toutes mes forces. Mais je n'ai pas pu échapper de étranglement même, après que le sang ait coulé de tous les orifices de mon visage. J'ai rapidement perdu connaissance, et Naito a exprimé sa déception. Mais la quantité de sang que je venais de perdre a éveillé ma puissance. Elle s'est transformée en pointe acérée et a attaqué Naito, qui a esquivé sans grande difficulté. Soudainement, il a vu un fusil, Gatling fait de sang pointé sur sa tête, et derrière lui, moi en état de frénésie. J'ai tiré sur Naito puis je me suis retiré, satisfait. Mais mes attaques n'ont même pas touché le jeune homme cool, qui, était protégé en recouvrant son parapluie de sang. Il m'a déduit 100 points de mon score, parce que je ne savais même pas comment utiliser mon sang d'Oni, et a ensuite décidé de me montrer comment cela se faisait vraiment. Même si je ne me souviendrai de rien une fois la frénésie terminée. Je me suis soudainement jeté sur lui, mais Naito était préparé à tout. Et quelques minutes plus tard, je me suis réveillé. J était allongé, vaincu, sur le sol. Je ne pouvais pas comprendre ce qui venait de se passer. Mais ensuite, j'ai regardé mes mains rouges et j'ai paniqué, réalisant que j'avais de nouveau perdu le contrôle. Naito s'est assis calmement sur moi, disant qu'il était naturel que ma mémoire soit vide. Car quand un Oni tombe en frénésie, il perd sa raison. Autour de nous, la salle était un chaos provoqué par notre combat. Et j'ai dit à Naito d'arrêter de me donner des leçons, alors qu'il utilisait aussi son sang comme arme. Naito a immédiatement fait disparaître son parapluie de sang, me disant qu'il était jamais tombé en frénésie, car il pouvait réellement contrôler sa puissance. Puis, il a déclaré qu'il n'y avait plus rien à dire, car j'avais été disqualifié pour rejoindre l'agence Oni. Je ne comprenais toujours pas ce qui se passait. Mais s'il y avait une chose dont J était certain, c'est que Naito était ridiculement fort. J'ai décidé de mettre ma fierté de côté et j'ai supplié Naito de me prendre comme son subordonné, parce que je voulais devenir plus fort et venger mon père. Naito a immédiatement rejeté ma demande, disant que quelqu'un comme moi, qui n'utilisait pas son cerveau au combat, était toujours le premier à mourir dans un vrai combat. Il m'a traité de honte inutile, incapable de contrôler ni son cerveau ni sa puissance, et j'ai utilisé toute ma force pour contenir ma fureur. Naito a alors déclaré qu'il était temps pour lui de s'occuper de moi. Parce qu'un Oni en frénésie était un fardeau pour tout le monde, il a utilisé son anneau spécial pour se couper le pouce, laissant échapper un petit filet de sang. Il a transformé le sang en un parapluie, et j'ai soudainement eu une idée sur la façon de lui faire changer d'avis. J'ai couru hors de portée de Naito, puis je me suis précipité vers lui, tout en traînant mes poings sur le sol jusqu'à ce qu'il saigne. Naito a rapidement transformé son parapluie en un bouclier épineux, qui le protégerait de toute attaque au corps à corps, et a ensuite calculé les mouvements possibles que je pourrais utiliser. J'ai sauté au dernier moment, l'une des possibilités que Naito avait calculées. Mais ensuite, je l'ai surpris, en utilisant les pointes pour rebondir sur le côté, et pointer une arme à feu de sang sur son visage. J'ai concentré toute ma puissance sur l'arme, tirant un coup puissant dont le recul m'a projeté en arrière. Je ne pouvais pas croire que j'avais touché Naito, mais il s'est avéré que je ne l'avais pas fait cette fois non plus. Naito a simplement bloqué le projectile de sang avec son doigt et l'a fait éclater. Il n'a pas reconnu mon attaque car J était presque retombé en frénésie pour l'attaquer. Alors que je semblais de nouveau perdre la tête, Naito a décidé de me finir avec sa technique spéciale. Il s'est placé dans une cage protectrice et a invoqué des archers faits de sang, prêts à tirer à son commandement. Cependant, quand il a remarqué que je luttais contre mon instinct de frénésie et que je contrôlais le pouvoir, Naito a annulé sa technique spéciale. J était fier d'avoir contrôlé le pouvoir, mais je suis tombé au sol car j'avais dépensé trop d'énergie. Naito n'arrivait pas à croire que non seulement j'avais contrôlé mon pouvoir, mais que j'avais également réprimé l'état de frénésie, ce que tout le monde ne peut pas faire. Il m'a demandé comment diable j'avais fait cela, mais j'ai riposté en lui disant de m'accepter comme subordonné pour débloquer la réponse. Naito a dit qu'il y réfléchirait, et j'ai décidé de prendre cela pour un oui.
J'ai dit que quand Naito parlait de contrôler le sang, je n'avais pas compris. Mais quand je l'ai vu se couper le pouce et utiliser le sang pour créer une arme, j'ai eu une idée. J'ai pensé que puisque nous étions tous les deux des Oni, je n'avais qu'à l'imiter et, étonnamment, cela a fonctionné. Même si je n'en comprenais pas les détails, j'ai juste laissé ma main saigner tout en criant dans ma tête de former une arme. J était toujours excité que mon pari ait fonctionné et j'ai demandé à Naito ce qu'il en pensait. Naito pensait que C était n'importe quoi parce que les choses ne fonctionnaient pas comme ça. Selon son expérience, il était très difficile pour les adolescents stupides et émotifs comme moi de contrôler leur sang. Tandis que les gens rationnels et calmes comme lui avaient les meilleures chances d'utiliser correctement leur pouvoir. Il pensait que je écoutais pas la raison et que je ne laissais même pas la frénésie me contrôler. Et que je pouvais utiliser mon instinct brut pour forcer le pouvoir à obéir. Il pensait que C était une méthode très rudimentaire, mais qu'elle pouvait aussi apporter une quantité explosive de puissance. Il commençait à se demander quoi faire de ce cas unique, quand j'ai soudainement dit que j'avais besoin de pouvoir pour venger mon père et tuer son assassin. J'ai dit à Naito que s'il me prenait comme subordonné et m'enseignait tout, je lui serais utile. Cependant, Naito a refusé d'envisager cette possibilité. Il a transformé son parapluie en lance, me disant que les gens comme moi étaient un danger pour la société, car je ne savais même pas si je pouvais contrôler mon pouvoir et que j'avais juste fait un pari. Il a dit qu'il ne pouvait pas m'accepter comme acolyte et a ensuite agi comme s'il allait me poignarder avec la lance, mais l'a juste planté dans le sol près de ma tête. Il m'a dit qu'il ne m'accepterait pas comme subordonné, mais comme étudiant, et cela était vraiment déroutant pour moi, car je pensais que C était la même chose. Naito m'a dit que j'avais à peine réussi le test, mais qu'il allait me donner ma chance de prouver mes capacités. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Alors Naito a décidé de commencer par les bases. Il m'a dit que nous étions sur une île appelée le Seuil de l'Enfer, qui était autrefois connue sous le nom d'Onigashima. C'est là que Momotaro avait massacré les démons à l'origine, mais c'est désormais un lieu où les Oni peuvent vivre en toute sécurité. Au centre de l'aile, il se trouve l'Académie Rasetsu, une école militaire qui forme les Oni à combattre l'agence Momotaro. J était horrifié de me retrouver sur une île, mais Naito m'a piqué le visage en disant que cela n'avait pas d'importance. Le plus important, c'est que l'Académie Rasetsu m'enseignerait tout, de Vlumel, éducation générale au contrôle du sang Oni, en passant par les techniques de combat, et l'histoire entre Momotaro et les Oni. Naito était mon professeur principal, et il m'a donné plus de détails sur le fonctionnement de l'académie, mais C était trop pour mon cerveau de la taille d'un petit pois. Je ne m'en souciais même pas, car tout ce que je voulais savoir, C était si je pouvais devenir assez fort pour venger mon père. Naito n'a rien pu garantir, mais il m'a dit que si je ne pouvais pas devenir assez fort pour combattre l'agence Momotaro, je serais renvoyé. En peu de temps, Ja était en uniforme et excité d'aller dans une école différente. Mais Naito a prévenu que d'autres avaient également réussi le test cette année, et que J était probablement le moins compétent d'entre eux. Soudain, je me suis souvenu de mon père et j'ai demandé à Naito où se trouvait son corps. Naito a répondu qu'il l'avait gardé à la morgue, car il voulait que je m'occupe des funérailles selon mes croyances. J était un peu triste en pensant à la mort de mon père, et Naito m'a dit que faire l'imbécile Mossad était une perte de temps, et que je devrais me concentrer pour devenir plus fort, afin de pouvoir me venger. J'ai dit qu'il semblait être une bonne personne aussi, ce qui a embarrassé Naito, qui s'est rapidement éclipsé, et m'a dit que si je n'arrivais pas en classe avant lui, je serais renvoyé. D'une manière ou d'une autre, je l'ai rattrapé, et alors que je me demandais comment entrer en classe de la manière la plus cool possible, Naito m'a simplement envoyé valser à travers la porte d'un coup de pied. J'ai senti que j'avais contracté une dette de style à cause de cette entrée ratée, et j'ai demandé au gars masqué nommé Jin des mouchoirs pour essuyer mon saignement de nez. Jin s'est avéré être encore plus cool que notre professeur, et il m'a dit de ne plus lui parler. J était furieux, et j'ai commencé à le taquiner parce qu'il n'avait pas de cornes. Jin a simplement fait pousser ses cornes, affirmant que seuls les bisus idiots qui ne pouvaient pas contrôler leurs cornes s'en vantaient toute la journée. Ce commentaire a offensé un autre gars nommé Ikari, qui ne pouvait pas non plus contrôler ses cornes. La tension a commencé à monter en classe alors que je m'approchais et faisais face à Jin. Cependant, avant que les choses ne deviennent violentes, Naito est soudainement apparu derrière nous et je me suis retrouvé assis juste à côté de Jin sans même m'en rendre compte. Jin était tout aussi choqué, mais Naito n'avait pas de temps à perdre avec ce que pensaient ses élèves. Il a dit que lors de la première séance, nous jouerions à chat. Il a emmené tous les élèves dans la forêt, disant que nous avions 1 heure pour retourner à Asa, école, tout en évitant d'être attrapé par lui. Naito a ensuite déclaré que quiconque ne reviendrait pas à temps serait renvoyé, et il s'est moqué de ma protestation. Il a ensuite dit aux élèves qu'ils étaient libres d'utiliser leurs pouvoirs, et qu'ils n'utiliseraient les siens que si quelqu'un devenait fou. Jin a dit avec confiance qu'il pourrait être tué s'il n'utilisait pas ses pouvoirs, et Naito n'y voyait aucun inconvénient. Au lieu de cela, il a dit que si quelqu'un parvenait à le tuer, il obtiendrait son diplôme immédiatement et pourrait ensuite rejoindre n'importe quelle équipe de son choix pour combattre l'agence Momotaro. Il a ensuite ajouté que l'école était là pour nous préparer aux défis de la vie réelle, et qu'il nous mettrait à épreuve à chaque étape. Il a demandé si tout le monde était prêt, et j'ai répondu que je ferais de mon mieux et que je passerais les tests. Naito a ensuite révélé qu'il y avait une autre règle et a sorti 2 ballons encore plus petits que le mien.
Il a dit aux élèves qu'ils devaient avoir un ballon en arrivant à l'académie pour réussir ce test, puis les a soudainement lancés dans la zone interdite. Les élèves pensaient que comme il n'y avait que 2 ballons, ils devraient se battre pour les obtenir. Mais Naito a ensuite révélé qu'ils seraient divisés en équipes. La première équipe était composée de moi, de Jin et de la timide fille aux cheveux roses, Omar. La deuxième équipe était composée du voyou Dikati et du rat de bibliothèque Guji, tandis que la troisième équipe comprenait Rokiro l'anxieux et Kuina, qui semblait le plus confiant de tous. Naito a dit aux 3 équipes qu'il entrerait dans la zone interdite 15 minutes après eux, afin qu'ils aient une longueur d'avance. Mais je l'ai interrompu, disant que je ne voulais pas faire équipe avec cet étrange masqué. Naito m'a dit que je serais renvoyé si je ne pouvais pas travailler en équipe, et j'ai été contraint de retirer mes paroles. Omar s'est ensuite présenté poliment à moi, qui n'avais jamais eu d'interaction féminine de toute ma vie. J'ai immédiatement senti des papillons dans mon ventre en voyant Omar s'approcher, et je lui ai dit avec confiance que je la protégerais. Elle a rougi en entendant cela et m'a dit que je n'avais pas besoin d'aller aussi loin, car tout ce qu'elle voulait, était ne pas me gêner. Ensuite, elle s'est présentée à Jin, mais il était trop fan de Tate McRae pour même lui répondre. La faible estime de soi d'Omar a ressurgi, et elle a commencé à pleurer et à s'excuser de lui avoir parlé. J'ai commencé à crier après Jin pour avoir blessé les sentiments de la fille, puis je me suis rapidement approché pour la consoler, lui disant qu'elle ne devrait pas gâcher son apparence mignonne en pleurant. Je me suis ensuite retourné pour me moquer de Jin, mais le fan de Tate m'a dit d'arrêter d'être un bêta simp. Naito a interrompu notre dispute et nous a dit d'entrer, car nous n'avions pas toute la journée. Jin et moi nous sommes immédiatement précipités dans la forêt interdite, et après avoir erré sans but pendant un moment, Omar nous a suivis également. À l'intérieur, Jin a commencé à sauter de branche en branche comme un ninja de Naruto, pensant que tuer Naito lui permettrait d'obtenir son diplôme et d'avoir le droit de rejoindre l'eau, équipe de son choix. Il voulait profiter de cette opportunité pour aller au front, et affronter son plus grand ennemi une fois de plus. Mais soudain j'ai tenté de l'attaquer par derrière, le tirant de ses pensées. Jin m'a demandé si Jay était fou, et j'ai répondu que j'allais prouver que Jay était plus fort que lui. Jin était également prêt à se battre, et il a retiré son masque, révélant d'horribles cicatrices autour de sa bouche. J était dégoûté, mais j'ai dit que seuls les faibles montraient de vieilles cicatrices, mais Jin n'a pas été dupé par mes taquineries. Il a simplement retiré ses gants, révélant des mains également pleines de sutures. Il a déchiré l'une des sutures, pour faire couler du sang, et l'a transformée en lame de scie circulaire. J'ai été choqué de voir cela, pensant que l'auteur de Chainsaw Man allait nous poursuivre en justice pour avoir copié son idée. Jin m'a dit de ne plus perdre de temps et de fuir si j'avais peur. Mais j'ai répondu que si je m'enfuyais maintenant, je ne pourrais pas venger la mort de mon père. Jin a été stupéfait en entendant cela, mais il est soudainement devenu effrayant, en me disant que nous ne pourrions jamais nous comprendre. Je lui ai dit que je ne voulais pas le comprendre dès le départ, et j'ai mordu mon pouce pour faire couler du sang. Cependant, cette fois, j'ai échoué à le transformer en pistolet, et j'ai paniqué, me demandant exactement ce que je devais faire pour que cela fonctionne. J'ai décidé de me défendre avec un bâton, car était ma seule option. Mais j'ai vite compris que je n'étais pas de taille face à Jin, qui pouvait abattre des arbres d'un seul coup de son bracis. Pendant ce temps, Omar essayait de trouver les 2 garçons lorsqu'elle a soudainement entendu des arbres écrasés au sol. Elle a été prise de panique et son complexe d'infériorité a refait surface. Pensant qu'elle n'était pas faite pour un endroit comme celui-ci. Cependant, elle s'est un peu réjouie en pensant que je l'avais trouvée mignonne et elle a décidé d'aller me chercher, ignorant qu'elle était à quelques pas de l'un des ballons. Au même moment, j'essayais de me battre à main nue contre Jin. Jin n'utilisait même pas son pouvoir de tronçonneuse, et il pouvait toujours me battre facilement. Je n'arrêtais pas de me demander comment il pouvait contrôler son pouvoir si facilement. Mais j'ai alors réalisé que les capacités de Jin étaient différentes de mes propres vortex. J'ai perdu ma concentration en pensant à la véritable nature de nos capacités, et Jin a réussi à me mettre à terre d'un seul coup de poing. J était frustré par cela, et Jin a décidé de laisser le perdant pleurer en paix. Cependant, dès qu'il a commencé à s'éloigner, je me suis relevé, lui disant que le combat n'était pas terminé. Jin, furieux, a projeté une lame de scie vers moi, et c'est à ce moment précis qu'Omar est arrivé. Grâce à son instinct de survie négatif, elle n'a même pas réalisé qu'elle marchait droit dans la trajectoire du tir. J'ai paniqué en voyant cela, et heureusement j'ai pu la mettre en sécurité, même si j'ai été légèrement blessé. Je me suis rapidement levé de Omar, et j'ai dit à Jin de s'excuser auprès d'elle. Mais Jin a répondu que si elle mourait à cause de sa faible attaque, était de sa faute. J était furieux à cause de cela, mais soudain j'ai entendu Omar murmurer « Je suis désolé » comme une prière. Je lui ai dit que ce n'était pas sa faute. Mais Omar était dans un état second, et elle a soudainement commencé à saigner du nez. Le sang a lentement pris la forme d'un géant, et Jin et moi étions tous les deux terrifiés, nous demandant ce que était que cette attaque du titan féminin. Omar nous a dit à tous les deux de courir, car son titan féminin allait nous tuer. Dès qu'elle a dit cela, le titan féminin a frappé le sol de toute sa force, et j'ai juste réussi à esquiver son attaque. Jin, d'autre part, a sauté droit sur le titan féminin pour riposter, mais ses lames de scie n'ont pas pu causer beaucoup de dégâts à son corps gigantesque. J'ai demandé à Omar si elle pouvait arrêter cette chose, et elle s'est excusée de ne rien pouvoir faire. Elle s'est soudainement effondrée après avoir perdu trop de sang, et j'ai décidé de éloigner de la titanide pour l'aider.
Cependant, j'ai été choqué de voir le titan la protéger, et même Jin s'est demandé si le sang d'Omare avait sa propre volonté. Soudain, la titanide a commencé à cracher violemment du sang, et pendant que Jin se cachait derrière un rocher, j'ai pris l'attaque de plein fouet. Omar pleurait, suppliant la titanide d'arrêter, l'appelant sa sœur, et je me suis relevé, confus quant à ce qu'elle voulait dire. Omar m'a encore demandé de m'enfuir, mais j'ai refusé, lui disant qu'elle mourrait d'hémorragie si je ne l'aidais pas. Et je ne voulais plus voir personne mourir devant moi. Soudain, la titanide a poussé un rugissement puissant, dont l'onde de choc a atteint les étudiants restants à l'extérieur de la forêt. Naito observait tout depuis un arbre et décida de nous laisser, Jin et moi, essayer de gérer la capacité de libération de sang d'Omar avant qu'il n'intervienne. De retour sur le site de la bataille, j'ai essayé de me blesser pour extraire mon sang et l'utiliser comme arme, mais cela n'a pas fonctionné. La titanide m'a attaqué et j'ai esquivé, mais ensuite elle a ramassé des rochers du sol et les a lancés vers moi. J'ai été frappé et projeté au loin, mais ce qui me faisait le plus mal, était ma faiblesse pitoyable en ce moment. Je n'avais jamais perdu un combat auparavant, mais maintenant J était juste un gamin inutile. J'ai commencé à pleurer de frustration, mais Jin est alors intervenu dans le combat et m'a dit de rentrer chez moi si j'allais pleurer comme une fille. Jin était furieux et lui ai dit que je n'avais que de la sueur qui sortait de mes yeux. Mais Jin n'avait pas de temps pour ça. Il a de nouveau déchiré sa blessure et cette fois il a créé 2 types de scies motorisées différentes sur chaque bras. Les dégâts qu'il avait subis lors de l'attaque précédente de la titanide continuaient de l'affecter, mais il était déterminé à gagner n'importe quel combat se présentant à lui. Naito regardait de loin, et il était impressionné que Jin puisse manifester 2 types d'armes à la fois. Il a commencé à expliquer comment le Sangoni pouvait prendre n'importe quelle forme qu'ils imaginaient, mais qu'il était souvent influencé par leur traumatisme passé, leur goût et leurs expériences. Pendant ce temps, Jin s'est précipité vers la titanide, utilisant des scies circulaires pour grimper. Il a ensuite essayé d'imiter Levi Ackerman en attaquant la nuque de la titanide, mais elle a sacrifié un bras pour se défendre. Pendant qu'il combattait la titanide, je criais sur ma main pour manifester quelque chose. Je me demandais pourquoi je ne pouvais pas créer d'armes, alors que Jin le pouvait. Mais alors soudainement j'ai réalisé que Jin ne créait que des choses destinées à couper. Et même Omare avait un lien personnel avec sa titanide. J'ai pensé que je pourrais créer des armes à feu parce que je les aimais plus que l'américain moyen. Et j'ai soudainement trouvé comment contrôler mon pouvoir. De l'autre côté, Jin avait du mal à combattre la titanide, qui a soudainement poussé un énorme rugissement qui lui a percé les tympans. Il a perdu Gel, équilibre et a pensé qu'il allait mourir. Et même Naito se préparait à intervenir, mais j'ai alors déclaré que j'entrais dans le combat maintenant. J'ai pointé un puissant lance-grenade sur la titanide, et Naito était impressionné que j'ai trouvé comment faire. J était excité d'essayer ma nouvelle arme, mais la titanide m'a alors attaqué. J'ai esquivé son attaque et lui ai tiré une grenade, la faisant exploser instantanément, et Jin et Naito ont été stupéfaits par ma puissance. La titanide a commencé à disparaître alors que ses fragments éparpillés, et Omar était inconsciente. Pendant que Jin était encore émerveillé par ma puissance de feu, il a soudainement plus du sang. Cependant, ce N était que du sang projeté en l'air par mon attaque précédente, et cela s'est rapidement transformé en pluie normale. Jin a réalisé que mon attaque n'avait pas seulement tué la titanide, mais qu'elle avait aussi changé le temps. Je n'y avais pas pensé du tout. J'ai commencé à marcher vers Omar pour voir si elle allait bien. Mais ma vision s'est brouillée, et je suis tombé au sol, incapable de bouger. Naito est arrivé à ce moment-là et m'a dit que j'avais libéré une quantité effroyable de sang, et que était pour ça que mon corps n'avait plus aucune force. Je lui ai dit que je pouvais continuer, et je me suis d'une certaine manière forcé à me relever, mais cela n'a pas duré 5 secondes, et je suis retombé au sol. Naito m'a appelé un novice qui ne pouvait pas contrôler son pouvoir. Mais il a réalisé que ma force dépassait tout ce qu'il avait vu. Il m'a dit que si j'utilisais trop de sang, je pourrais même mourir, ce qui m'a fait m'inquiéter pour Omar plutôt que pour moi-même. J'ai demandé à Naito de la vérifier, car elle avait dû utiliser beaucoup de sang, et que je pouvais être vérifié après elle. Naito ne s'attendait pas à ce que je m'inquiète pour quelqu'un d'autre alors que j'ai été moi-même dans un état critique. Mais juste au moment où il s'apprêtait à nous aider, Jin l'a attaqué par surprise. Heureusement, les réflexes de Naito ont été assez rapides pour bloquer l'attaque, et il a repoussé Jin, qui a dit qu'il n'avait pas à s'inquiéter pour les perdants. Naito lui a demandé ce qui se passerait si Omar mourait, car elle ne pouvait pas être secourue, et Jin a répondu que cela ne le regardait pas. Naito a été dégoûté d'entendre cela, et a clairement dit à Jin qu'il détestait les enfoirés égoïstes comme lui. Jin s'en fichait aussi, et a seulement demandé à Naito de confirmer qu'il pouvait obtenir son diplôme s'il le tuait. Naito a promis qu'il disait la vérité, et cela a suffi à Jin pour se précipiter sur lui. Naito a bloqué ses lames de scie en sang avec son parapluie, qui était fait de la même matière que le pantalon de Hulk, car cette chose était indestructible. Il a ensuite appuyé sur un bouton pour libérer un écran de fumée, et Jin a pensé qu'il essayait de l'assommer avec une attaque surprise. Il était confiant de pouvoir tuer Naito dès qu'il entrerait dans sa zone d'attaque, mais l'instant d'après, il a été touché par plusieurs balles éclairs. Il s'est immédiatement caché derrière un arbre, et Naito a continué à lui tirer des balles en caoutchouc de son parapluie multifonction, disant que les balles ne le tueraient pas, mais qu'elles feraient mal. Il a également délibérément visé la main précédemment blessée de Jin pour infliger un maximum de dégâts.
Jin a réalisé que Naito avait l'intention de maintenir une distance de sécurité entre eux, parce qu'il pensait qu'il ne pouvait utiliser que des armes de mêlée. Cependant, il avait quelques atouts secrets pour des moments comme celui-ci, et il a immédiatement quitté le couvert de l'arbre, esquivant les balles de Naito avant de lui lancer des lames volantes. Naito les a esquivées facilement, mais il a été surpris que Jin ait une contre-attaque pour les ennemis qui pouvaient se battre hors de sa portée. Jin a continué à l'attaquer, et est apparu derrière lui en plein air, pensant qu'il ne pourrait plus se défendre. Naito, lui, a cependant simplement lancé une bombe, et Jin a paniqué. Heureusement, ce Ten était qu'une autre bombe fumigène inoffensive, et Jin a pensé que Naito allait encore lui tirer dessus à distance. C'est pourquoi il n'a même pas anticipé que Naito se précipiterait par derrière et lui donnerait un coup de poing qui lui briserait la colonne vertébrale. Naito lui a fait la leçon sur le fait d'être trop sûr de ses suppositions dans un combat, car cela le rendait vulnérable aux attaques surprises. Jin était trop blessé et épuisé pour bouger, mais il a continué à essayer et Naito a dû retourner son parapluie et l'utiliser comme une cage pour l'y enfermer. Jin a continué à essayer de ça, échapper du parapluie, et Naito lui a demandé s'il était si désespéré de rencontrer son père. Il est soudainement devenu silencieux en entendant cela, puis a demandé à Naito comment il savait ça. Naito a répondu qu'il avait examiné son dossier, il savait donc quelque chose sur lui, y compris le fait que son père était un Momotaro. Tandis que chaque cellule du corps de Jin se rebellait en entendant cela, j'ai été choqué d'apprendre que nous avions tous les deux des passés similaires. Jin, cependant, était plein de haine, en reconnaissant que son père était un Momotaro, et que cet enfoiré lui avait tout pris. Il avait tué sa famille, et ensuite expérimenté sur lui, laissant des cicatrices partout sur son corps. Jin s'est souvenu comment il avait survécu grâce aux ordures et à la haine envers son père. Il a juré de le tuer de ses propres mains, même si cela devait lui coûter la vie. Dans sa rage, Jin a soudainement eu une explosion de puissance, lui permettant de déraciner la cage qui le retenait. Cependant, avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Naito l'a attrapé par le visage, puis l'a projeté au sol, l'appelant un idiot. Il lui a dit que s'il mourait en poursuivant ses rêves, il serait un imbécile qui ne pourrait jamais les atteindre. Il lui a dit de vivre dans le but de réaliser ses rêves, même si cela signifiait accepter la défaite et l'humiliation. Jin a finalement cessé de bouger après cela, et Naito a ensuite appelé Kel, école pour envoyer une infirmière, car il avait un étudiant blessé ici. Il a informé Talp DC école Komara avait dû se retirer de ce test à cause de la perte de sang, et que Jin avait également été maîtrisé. Moi par contre, Ja était toujours debout, et Naito m'a dit qu'il me restait moins de 6 minutes avant la fin du temps imparti. Il tenait l'une des balles dans sa main, et m'a dit que je pouvais soit essayer de la lui prendre, soit trouver l'autre balle dans les 5 minutes, et atteindre l'aile, école. J'ai dit que ce N n'était pas juste, mais je n'avais pas d'autre choix que de jouer selon les règles de Naito. Il s'est immédiatement enfui et j'ai décidé de le poursuivre pour voir ce qu'il faisait. Pendant ce temps, Jin était assis silencieusement, là où il était attaché à un arbre. Quand je suis soudainement apparu des buissons voisins, je me suis approché de Jin et lui ai dit que j'allais le libérer, mais qu'en échange, il devrait coopérer avec moi. Jin a été choqué par cette offre et j'ai dit qu'aucun de nous ne pouvait battre Naito seul, mais qu'ensemble nous aurions une chance. Jin a refusé, disant que être sauvé par un idiot entamerait son estime de soi, et je n'ai même pas pris la peine de débattre du fait que J était un idiot. J'ai demandé à Jin si son amour-propre était plus important que son objectif, car il ne pouvait pas l'atteindre en restant assis ici. Jin m'a demandé pourquoi je m'en souciais, et j'ai révélé que mon père était aussi un Momotaro. Jin fut choqué d'entendre cela, et j'ai ensuite utilisé la vieille astuce de Naruto sur lui, lui disant que nous étions pareils. Pendant ce temps, Naito me cherchait, et ne m'ayant pas trouvé, il soupçonnait que J était revenu en arrière. Juste à ce moment-là, il m'a vu m'enfuir tout en maudissant Jin et a décidé de me coincer immédiatement. Je me suis arrêté juste au moment où Naito a sauté, me disant que mon temps était presque écoulé, tout en exhibant son ballon. J'ai commencé à maudire Jin dans ma tête, non pas parce qu'il ne m'aidait pas, mais parce que même après avoir été sauvé, il voulait toujours être le commandant. À ce moment précis, Jin a sauté sur Naito d'en haut, visant le ballon, mais ce dernier l'a facilement esquivé. Cependant, ce N était qu'une feinte, et le véritable coup de Jin fut de lancer une pierre attachée à une corde sur Naito. La corde s'est enroulée autour de lui rapidement, l'attachant solidement, et j'ai ensuite attrapé l'autre extrémité. Jin et moi avons commencé à tirer Naito de toutes nos forces, mais il a planté ses talons dans le sol, assez sûr que nous n'avions pas l'endurance nécessaire pour le vaincre. Soudain, Jin a tiré une lame de sang sur Naito, l'obligeant à esquiver, et il a perdu l'aile, équilibre en essayant de le faire. Cela a suffi pour moi, qui me suis précipité vers lui, et ai fait tomber le ballon de ses mains. Le ballon est tombé près de Jin, et Naito était sûr que s'il essayait de l'amener à l'aile, école, j'essaierais de le lui voler. Il prévoyait de nous le prendre pendant que nous nous battions, mais à sa grande surprise, j'ai dit à Jin de prendre le ballon et de courir. Jin a fait exactement cela, et j'ai continué à l'encourager avec enthousiasme. J'ai dit à Naito que nous lui avions pris le ballon. Mais Naito m'a alors rappelé que seule la personne qui amenait le ballon à elle, école, réussirait, et à cette vitesse, ce serait seulement Jin. J'ai été stupéfait par cette réalisation, et Naito a réalisé que J était un idiot complet, ne pensant pas au pour et au contre avant d'agir. J'ai rapidement regretté ma décision, et j'ai crié à Jin de revenir,
mais il était déjà trop loin pour m'entendre maintenant. Jin était sûr de pouvoir retourner à telle école à temps à cette vitesse. Mais il se souvint alors que cela n'aurait pas été possible sans mon aide. Et soudain, il ne pouvait pas simplement me laisser derrière lui. Il a fait demi-tour et a couru vers moi, qui était stupéfait, et lui ai demandé s'il était aveugle comme Zoro. Jin m'a dit de me taire, parce que la seule raison pour laquelle il faisait cela était qu'il ne voulait pas devoir son succès à un idiot. Il préférait échouer et atteindre ses objectifs par lui-même. Et c'est pourquoi il m'a demandé de prendre le ballon et d'aller à l'académie. Cependant, juste au moment où nous allions nous toucher, une petite créature rose est arrivée à toute vitesse, et s'est arrêtée juste entre nous. Naito a immédiatement suspendu le test, nous disant de ne pas nous battre alors que Muku, leur animal de compagnie de livraison à grande vitesse, était là avec eux. Il savait que Muku N était envoyé qu'en cas d'urgence. Et il a activé la radio sur son dos pour recevoir une demande d'assistance de la branche de Kyoto qui était attaquée par l'agence Momotaro, en dehors de la zone de test. Les autres élèves attendaient patiemment leur tour, pensant que moi et les autres avions échoué car le temps imparti était écoulé. Cependant, Naito est revenu avec Jin et moi peu de temps après, disant aux autres élèves que la branche de Kyoto était en grave danger et demandait de l'aide. Par conséquent, ils se rendraient là-bas au lieu de procéder au test. Ils ont immédiatement pris un bateau et se sont dirigés vers la branche de Kyoto. Et les élèves avaient des opinions mitigées sur le fait d'être envoyés sur un vrai champ de bataille si rapidement. Cependant, Naito leur a dit qu'ils n'allaient pas se battre, et qu'il avait seulement besoin qu'ils apportent leur soutien aux vrais guerriers. Bientôt, ils sont arrivés à Kyoto, et Naito les a conduits dans la zone entourant un temple célèbre, disant que la base de l'agence Oni se trouvait juste en dessous. Il a emmené les élèves dans un restaurant d'apparence normale, où une vieille femme effrayante les a accueillis. Lorsqu'ils sont arrivés dans le salon, la vieille femme a révélé un escalier secret souterrain qui les mènerait à leur destination. Pendant ce temps, à un autre endroit, Tsubakiri, un capitaine de l'agence Momotaro, venait d'anéantir une unité Oni. Il les appelait des asticots déguisés en soldats. Et son lieutenant, Yumogi, lui a dit qu'il en avait encore fait trop. Elle s'est plainte de tout le désordre qu'il avait causé car ce serait un travail fastidieux de le nettoyer. Et Tsubakiri a répondu qu'il était juste trop mal à l'aise de voir des asticots. Il aurait souhaité qu'ils aient affaire à une Oni femme à la place, car elles étaient résilientes et pouvaient mieux supporter la douleur que les hommes, ce qui en faisait une bonne option pour ses expériences. Yumogi lui a dit que ses expériences étaient dégoûtantes et qu'elle les détestait, surtout celles qui se dirigeaient vers eux. Tsubakiri lui a dit de ne pas être froide envers sa création préférée, un mélange de chien, de singe et de faisan. Il l'avait nommé laideur, ugly et C, était la seule chose sur laquelle Yumogi pouvait être d'accord avec lui. Tsubakiri a dit que Lider était son spécimen de recherche important ainsi qu'un membre fidèle de leur arsenal biologique anti-Oni. La mère de Yumogi a dit que leur travail était de détruire les Oni dangereux et de sauver les civils, et qu'il devrait contribuer davantage à cela au lieu de gaspiller son temps dans des recherches bizarres. Tsubakiri lui a dit que le sang Oni était une chose vraiment fascinante et qu'il faisait de son mieux pour aider à sa manière. Il a déclaré que s'il pouvait apprendre à auto-contrôler le sang Oni, cela aiderait certainement beaucoup l'agence Momotaro. Et mieux encore, s'il pouvait transformer elle, élément curatif du sang Oni en médecine, il pourrait devenir plus riche qu'Alain, Jeff et Zuck réunis. Yumogi lui a rappelé que même les Momotaro avaient des capacités similaires, et Tsubakiri a dit qu'il était pas sage d'expérimenter sur des humains. Cependant, les Oni étaient des asticots à ses yeux, et il a dit qu'il devrait expérimenter sur eux, car les tuer simplement était un gaspillage. Un enfant Oni effrayé a entendu tout cela alors qu'il se cachait derrière un coin, et le garçon a fait de son mieux pour rester silencieux. Dès qu'il a entendu les pas des deux agents Momotaro S éloignés de lui, le garçon a soupiré de soulagement, et ce fut son erreur fatale car Tsubakiri l'avait entendu et est immédiatement venu à sa place. L'enfant était terrifié et Tsubakiri a décidé de l'emmener au laboratoire. Yumogi lui a dit qu'elle l'assommerait pour qu'il ne cause pas de problème. Mais alors qu'elle essayait d'endormir le garçon sans anesthésie, une goutte de sang a éclaboussé le manteau de Tsubakiri. Yumogi a réalisé que cela signifiait des problèmes, non pas pour elle, mais pour l'enfant Oni. Tsubakiri s'est approché du garçon et a commencé à lui donner des coups de pied, disant que même s'il était fasciné par le sang Oni, Kanshi était une chose sale et qu'il ne le tolérerait pas sur son uniforme. Il a ensuite demandé au garçon si ses parents vivaient à proximité et s'il faisait partie du groupe qu'il venait de tuer. N'obtenant pas de réponse, il a soulevé les corps des Oni proches pour les montrer au garçon et lui a demandé si ses parents étaient là. L'enfant était trop terrifié pour parler et Tsubakiri a décidé de l'écraser avec les corps. Yumogi a eu la chair de poule à cause de cela, car de toutes les capacités Momotaro qu'elle avait vues, celle de Tsubakiri était la plus vile. Le brouillard noir, qui échappait de leur corps, était en fait un type spécial de bactéries qui vivaient dans leur sang et qu'ils pouvaient utiliser pour créer des armes. Cependant, Tsubakiri pouvait utiliser cette bactérie pour manipuler des cadavres, et elle n'arrivait toujours pas à s'y habituer. Bientôt, Tsubakiri eut fini de tuer le garçon, et il dit à Laideur de manger énorme boulette Oni, pendant qu'ils allaient chercher plus d'asticots à tuer. D'autre part, Shin et les autres élèves traversaient un large tunnel. Et Naito leur a dit que certains magasins de ce quartier avaient des entrées de tunnels menant à leur base. Ils arrivèrent bientôt à la porte menant à l'espace située juste sous le temple Uruda, conçu pour ressembler à une maison japonaise traditionnelle.
Les élèves n'en croyaient pas leurs yeux lorsque Naito leur dit que était le quartier général de la division de Kyoto de l'agence Oni. Juste à ce moment-là, un médecin sortit d'une pièce en se plaignant de tout le travail qu'il avait à faire. Mais son attitude changea soudainement lorsqu'il vit Naito. Le médecin l'a salué joyeusement, puis a commencé à se recoiffer en remarquant la belle blonde. Elle l'a immédiatement rejeté, mais cela n'a pas brisé le cœur du soupirant, car il était en fait habitué au rejet. Shin a demandé qui était ce clown, et Naito l'a présenté comme Kyoa, le commandant de l'unité de soutien à la base de Kyoto. Kyoa a ajouté que lui et Naito étaient des camarades de classe à l'académie, mais Naito n'avait pas de temps pour ses bavardages. Il a décidé d'aller immédiatement au front, et Shin lui a demandé de le laisser l'accompagner. Les autres élèves voulaient aussi l'accompagner, plutôt que d'avoir à faire face à un excentrique comme Kyoa, mais Naito ne les a pas écoutés. Il a dit à Kyoa d'utiliser ses gosses comme bon lui semblait avant de partir. Et juste à ce moment-là, l'infirmière a dit à Kyoa de rentrer et de faire son travail. Elle a reconnu les élèves de l'académie et leur a dit de se changer immédiatement, car ils avaient besoin de toute l'aide possible. Ils ont rapidement enfilé des tenues d'aide-soignants et se sont ensuite rendus à l'hôpital de campagne, où des dizaines d'Oni blessés hurlaient de douleur. L'un d'eux venait d'être amené et il avait perdu ses 2 jambes, ainsi que plusieurs autres blessures potentiellement mortelles. J était horrifié par son état, et l'infirmière a également dit qu'il lui restait au maximum 3 minutes à vivre. Kyoa lui a juste souri et a dit qu'il n'allait pas le laisser mourir, et je lui ai crié dessus, lui demandant de ne pas faire de promesses aussi illusoires et insensibles. Kyoa a apprécié mon honnêteté et ma gentillesse, même a dit qu'il était un personnage important ici, et il a décidé de montrer aux enfants comment le vrai travail de soutien était effectué. Dans un autre lieu, Tsubakiri et Yumogi venaient de s'occuper du capitaine et du vice-capitaine d'un autre groupe. Les Oni restants étaient désormais terrifiés par eux, et Tsubakiri était déçu de devoir affronter une autre bande de pleurnichards, alors qu'il s'attendait à un adversaire puissant. Eh bien, son souhait fut immédiatement exaucé lorsque Naito arriva et activa rapidement sa capacité. Tsubakiri fut ravi de le voir, mais Naito ne lui laissa pas l'occasion de se réjouir trop longtemps en lui assénant immédiatement son coup mortel. Les Oni furent vraiment heureux de voir Naito arriver pour les sauver. Mais Tsubakiri n'avait pas été blessé par l'attaque précédente, car il avait utilisé les corps des capitaines et vice-capitaines Oni décédés comme bouclier de chair. Il s'est avéré qu'il connaissait Naito depuis un certain temps, et il lui a parlé comme s'ils étaient de vieux amis. Il lui demanda ce qu'il faisait à Kyoto, car ce N n'était pas sa zone. Tsubakiri nota ensuite qu'il avait entendu parler d'un endroit où les Oni et Kyoto se concentraient, et que s'il se contentait de nettoyer cet endroit, tout le problème serait résolu. Naito garda un visage impassible en disant qu'il n'en savait rien, et Tsubakiri répondit qu'il abandonnerait si même Naito déclarait que l'endroit n'existait pas. Ensuite il dit qu'il ferait plutôt le tour du grand temple, et Naito paniqua intérieurement, car il savait que Tsubakiri avait des instincts très vifs. Il décida de l'arrêter ici et se prépara à un combat sérieux. De retour au quartier général, Kyoa s'insérait plusieurs tubes de sang dans le corps, et je demandais s'il ne devrait pas plutôt donner ce sang aux blessés. L'infirmière me dit de me taire, et de regarder Kyoa s'approcher de l'homme le plus grièvement blessé. Il lui demanda s'il voulait qu'un bras ou une jambe repousse, car il ne pouvait pas se permettre les deux pour le moment. L'homme rassembla toutes ses forces, pour dire qu'il voulait ses bras, pour pouvoir serrer ses enfants dans ses bras une fois de plus. Kyoa promit qu'il pourrait le faire, mais que le processus serait extrêmement douloureux. Puis, il se coupa le poignet pour verser son sang dans la bouche de l'homme blessé, affirmant que cela augmentait les capacités de guérison d'un Oni normal, de plusieurs fois. Dès que son sang commença à faire effet, l'homme se mit à crier de douleur, et l'infirmière dit aux élèves de le maintenir. Moi et les autres avons immédiatement obéi à ses ordres, et pendant ce temps, elle a dit aux autres d'aller chercher plus de sang dans la pièce voisine. Peu de temps après, quelque chose commença à percer le bras bandé de l'homme, et je frissonnais en voyant ce qui ressemblait à des doigts humains. Les autres étudiants reculèrent également, puis soudain l'homme blessé retrouva ses bras, et même les graves brûlures sur sa poitrine guérirent complètement. Je me suis immédiatement approché de Kyoa pour lui demander s'il pouvait régénérer ses jambes, et il a affirmé que oui, mais a ajouté qu'il devait le faire au fil du temps, et en utilisant de petites doses de son sang, car il en avait déjà consommé beaucoup trop. Le blessé pourrait développer des anticorps s'il en buvait davantage. Kyoa s'approcha ensuite du patient, lui disant qu'il serait désormais mis à la retraite de l'unité de combat, mais qu'il pouvait rejoindre l'unité de soutien pour aider les autres. Il a dit qu'avec une paire de prothèses de jambes, il jouerait bientôt avec ses enfants. Et l'homme a versé des larmes en entendant cela. Kyoa s'est ensuite tourné vers les étudiants, leur disant qu'il pourrait être à la place de ce gars à l'avenir. Il comprit que la poursuite de la gloire et la création d'un tempérament ne pouvaient se faire qu'en première ligne. Mais il leur rappela que ceux en première ligne ne pouvaient se battre courageusement que parce que quelqu'un couvrait leurs arrières, et était l'unité de soutien. Moi et quelques autres étions maintenant vraiment impressionnés par lui, et nous lui avons dit que nous étions prêts à l'aider de toutes les manières possibles. Kyoa me dit qu'il avait besoin de mon aide pour une autre affaire et m'emmena voir une jeune fille dépressive nommée Mei, qui avait été amenée la veille après que l'agence Momotaro l'ait attaquée. Les parents de la jeune fille étaient toujours portés disparus, et Kyoa voulait utiliser ma gentillesse pour qu'elle se sente mieux. J'ai accepté le travail et j'ai essayé de parler à la jeune fille, qui s'est progressivement ouverte à moi. Je lui ai posé des questions sur elle, école, et elle a dit qu'elle n'y était jamais allée.
Alors que je me demandais si elle était une enfant espiègle comme moi, l'unité de soutien ramena des corps du champ de bataille et les parents de Mei étaient parmi eux. Elle se mit à pleurer follement en les voyant et Kyoa dit qu'il ne pouvait pas s'habituer à des scènes aussi déchirantes même après toutes ces années. Cependant, il y avait un plan plus profond et plus sinistre derrière les cadavres que personne ne réalisait. Tsubakiri dit à Naito qu'il avait imprégné plusieurs cadavres d'Oni avec ces bactéries. Il savait parfaitement que l'unité de soutien les amènerait à leur base pour leur donner des funérailles appropriées, puis il pourrait contrôler les corps à distance et détruire la base. Naito fut choqué d'entendre cela et Tsubakiri décida de tester si son plan fonctionnait. Il réveilla le cadavre du père de Mei pendant que Kyoa et moi étions distraits, et la jeune fille fut ravie, pensant qu'il était toujours en vie. Cependant, il commença à ticher elle, étranglé sur ordre de Tsubakiri. Mais Kyoa et moi l'avons vite réalisé. Kyoa réalisa que était la capacité de Tsubakiri, et il me dit immédiatement de couvrir les yeux de Mei. J'ai obéi et Kyoa a ensuite enfoncé 2 couteaux aiguisés dans le cerveau de l'homme, le neutralisant. Mei se mit à pleurer lorsque je la laissai voir ce qui était arrivé à son père. Et puis Kyoa réalisa qu'il pouvait y avoir plus de zombies marionnettes ici, comme celui-ci. Cependant, il réalisa cela trop tard, car les marionnettes zombies avaient déjà commencé à bouger. Et la mère de Mei se leva soudainement et m'attaqua avant que je ne puisse réagir. Elle commença à m'étrangler et Kyoa décida de la neutraliser rapidement. Mais avant qu'il ne puisse sortir son scalpel, d'autres zombies attaquèrent par derrière, le maîtrisant. Je ne pouvais rien faire non plus, et l'apport d'oxygène à mon cerveau fut progressivement coupé, me faisant perdre connaissance. La même chose se produisait dans tout le quartier général, et les zombies commençaient à attaquer les secouristes qui les transportaient auparavant. Les secouristes étaient même pas entraînés au combat, et en raison de l'attaque surprise, ils étaient des cibles faciles pour les zombies. Au même moment, les zombies firent irruption dans la pièce, où tous les patients gravement malades étaient soignés. Ils attaquèrent les patients et le personnel médical, et personne ne savait comment gérer le problème. De retour dans l'autre pièce, J était en quelque sorte toujours conscient, tandis que Mei pleurait et suppliait sa mère de me lâcher. Je lui ai dit de éloigner de ce zombie car ce n'était pas sa mère. Mais Mei ne écoutait même pas. Kyoa essaya de m'aider, mais les zombies l'avaient déjà maîtrisé. Voyant que personne ne venait à mon aide, je sortis un Glock de ma ceinture. Il s'est avéré que Naito m'avait donné l'arme sur le bateau. Il m'avait dit que je n'étais pas encore assez compétent pour contrôler mon sang. Par conséquent, si je devais me battre, je devais utiliser une arme que je connaissais. Mon professeur m'avait également dit que l'arme contenait mes balles de sang au lieu de balles normales, et qu'elle serait beaucoup plus puissante. S'il y avait un moment où j'avais besoin d'utiliser une arme, était maintenant. Et j'ai d'abord tiré Mei vers moi, pour qu'elle n'ait pas à assister au bain de sang imminent. Ensuite, j'ai pointé l'arme sur la tête de la femme zombie et j'ai appuyé sur la gâchette, la tuant. J'ai ensuite repris mon souffle tandis que Kyoa était toujours écrasé par 3 zombies. Heureusement, j'ai récupéré rapidement et j'ai tiré un trou dans la tête de chaque zombie avant d'aider Kyoa à se relever. Kyoa se plaignit que l'unité de soutien n'était pas préparée à de telles situations, et il me chargea de nettoyer ce désordre pendant qu'il évacuait les patients. Dans le hall principal, les étudiants restants combattaient les zombies à main nue car ils n'étaient pas sûrs de la situation. Ils se demandaient comment éliminer définitivement les zombies car ils continuaient de se relever quelle que soit la gravité de leurs blessures. Et juste à ce moment-là, Kyoa et moi sommes arrivés. J'ai dit à tout le monde de viser le cerveau car était la seule façon d'arrêter les zombies. J'ai immédiatement commencé à tirer dans la tête dans toutes les directions et Jin a été le premier à suivre. Jin a déchiré ses points de suture et a effectué une intervention chirurgicale sur les zombies qui se trouvaient devant lui et les autres ont également réalisé progressivement ce qu'ils devaient faire. Saisissant cette opportunité, Kyoa ordonna au personnel de soutien d'évacuer les patients et de soigner toute personne nouvellement blessée. Pendant ce temps, j'ai continué à tirer sur les zombies comme si mon arme avait des munitions illimitées. Mais j'ai pensé que tuer les morts était la chose la plus dégoûtante que j'ai jamais faite de ma vie. J'ai commencé à être traumatisé en pensant que chaque zombie que je tuais était autrefois une personne avec une famille et des amis qui tenaient à elle. J'avais l'impression de être sur le point de pleurer. Et je me demandais pourquoi ils faisaient du mal à leur propre espèce, alors que leur ennemi était l'agence Momotaro. D'un autre côté, Naito était toujours dans une impasse avec Tsubakiri. Il décida de l'abattre au corps à corps, mais Tsubakiri utilisa 3 Oni morts comme bouclier. Naito fut furieux. Mais il remarqua ensuite le monstre Leid à côté de lui, prêt à lancer une attaque dévastatrice. Il réussit à esquiver l'attaque à la dernière seconde, mais Leid écrasa les 3 Oni. Naito n'était pas content de cela, et Tsubakiri lui dit qu'il devrait se réjouir que ces vermines qui infectaient le monde soient mortes. Naito lui dit que peu importe sa puissance, il ne pouvait pas gagner toutes les batailles seul. Mais Tsubakiri trouva cela ironique venant d'un autre solitaire. Son argument fut prouvé en quelques secondes, lorsque les Oni de bas niveau lui offrirent leur soutien, mais il leur dit d'évacuer vers un endroit sûr car il ne ferait que lui gêner. Tsubakiri lui dit que personne ne devait quitter cet endroit, et il ordonna à son assistante, Yumogi, de faire son travail. La mère de Yumogi s'avança et utilisa son pouvoir, créant une barrière impénétrable autour de Naito et des autres Oni, les piégeant sur place. Tsubakiri dit à Naito qu'il ne peut pas quitter cette barrière tant que Yumogi ne le permet pas.
Et en attendant, il va se promener autour du quartier général des Oneige. Naito panique lorsque Tsubakiri révèle qu'il a placé des balises sur tous les cadavres des Oni et qu'ils sont tous rassemblés juste en dessous du temple Eruda. C'est donc définitivement le quartier général des Oni. Tsubakiri commence à marcher vers le temple et ordonne à Yumogi d'envoyer l'affreux à l'intérieur de la barrière. Elles permettent à la créature d'entrer dans sa barrière et Naito se prépare à la combattre. Cependant, Tsubakiri dit que cette créature est produite en série, il est donc acceptable de la sacrifier. Il claque des doigts et le ventre de l'affreux commence soudainement à gonfler. Naito se rend compte qu'il est sur le point de s'autodétruire et dit à tout le monde de se coucher. Mais il n'y a pas assez d'espace dans la petite pièce pour qu'ils évitent l'explosion qui est suffisamment puissante pour briser la barrière de Mamogus et détruire les bâtiments voisins. Yumogi demande s'il devrait vérifier à nouveau pour s'assurer que Naito est mort. Mais Tsubakiri lui dit qu'il y a trop de fumée et qu'il ne veut pas salir son uniforme. Cela s'avère être une erreur, car, bien qu'inconscient, Naito ne semble pas avoir de blessure majeure visible. De retour au quartier général, les autres et moi avons finalement vaincu tous les zombies. Et Kyoa a également transporté les patients vers un endroit plus sûr. Il pensait que leur problème était résolu, mais il a ensuite remarqué Mei fixant les cadavres de ses parents. Il est allé la réconforter et je me suis joint à lui. Je me suis excusé auprès de Mei d'avoir tiré sur sa mère, mais elle a répondu froidement que ce N était rien. J'ai été choqué par sa réaction, mais Mei a continué en disant qu'elle avait toujours dû fuir d'un endroit à l'autre, se cachant d'une menace qu'elle ne connaissait même pas. Elle n'avait pas d'amis et n'allait même pas à l'école. Et elle avait pensé que quelque chose comme cela finirait par arriver un jour. Elle m'a fait un faux sourire en me disant de ne pas m'inquiéter pour elle, et mon cœur s'est brisé en entendant cela. Je me suis souvenu de ma propre enfance et de la façon dont j'avais toujours admiré les super-héros. Dans leur conte populaire, Momotaro est censé être le héros tandis que l'Oni est le méchant. J'ai demandé si était comme cela que fonctionnaient les héros des contes de fées. J'ai soudainement serré Mei dans mes bras, déclarant que je deviendrais un méchant et écraserais tous les héros. J'ai promis à Mei que je créerais un monde où elle pourrait sourire à nouveau, et elle ne savait pas comment réagir. Peu après, Kyoa a emmené Jin avec lui pour l'aider pendant qu'il expliquait le plan de crémation des corps des Oni morts. Mais Jin-en n'était pas intéressé par ces divagations. D'un autre côté, les étudiants restants tiraient les corps pour les emmener au crématorium. Mais l'intello prétentieux nommé Guji semblait avoir d'autres pensées. Ikari lui a dit d'arrêter être paresseux et de l'aider. Et Guji a dit qu'il avait une hypothèse. Puisqu'ils ont été attaqués ici, il pensait que le quartier général N n'était pas aussi sûr qu'il le croyait et qu'il pourrait être attaqué à nouveau. La capacité de Guji était plus appropriée pour la reconnaissance, il a donc décidé de monter la garde. Il s'est immédiatement coupé le pouce et a laissé le sang couler sur le sol, créant un radar capable de détecter toute forme de vie dans un rayon de 5 km, et il pouvait même confirmer s'il s'agissait de Momotaro ou non. Ikari était vraiment impressionné par sa capacité, quand soudain Guji a détecté des ennemis qui approchaient de leur base. Les signaux provenaient de Tsubakiri et Yumogi, qui étaient arrivés au magasin qui servait autrefois de passage secret vers le quartier général des Oni. La vieille femme là-bas était morte et Yumogi avait également trouvé l'entrée du tunnel. Pendant qu'elle l'examinait, Tsubakiri a appelé l'agence Momotaro, leur demandant d'envoyer plusieurs affreux produits en série à sa position, ainsi qu'un affreux spécial qu'il avait lui-même créé. Il a également demandé des informations sur un Oni à haut risque dont il avait oublié le nom, puis s'est préparé à entrer. Yumogi lui a dit que la zone semblait très vaste et qu'il pouvait y avoir beaucoup d'Oni, il devait donc être prudent. Elle a suggéré de lancer du gaz empoisonné pour leur faciliter la tâche. Mais juste à ce moment-là, Tsubakiri a reçu le dossier de cet Oni à haut risque, qui, était autre que moi. Il a dit à Yumogi qu'il ne pouvait pas utiliser le poison maintenant parce qu'il me voulait vivant. Elle a été surprise d'entendre cela, et Tsubakiri a dit que J était vraiment spécial pour un Oni et qu'il ne pouvait pas manquer l'occasion d'expérimenter sur moi. D'un autre côté, Kyoa a montré à Jin le crématorium, où ils brûlaient tous leurs amis morts. Jin était un peu choqué de voir cela, et Kyoa a dit qu'une fois que la guerre avec l'agence Momotaro commencerait, beaucoup de gens mourraient. Il a averti Jin des dangers du chemin dans lequel il s'engageait, mais lui a dit de ne pas s'inquiéter trop car il pouvait guérir de presque tout. Ensuite, il est soudainement devenu trop amical avec Jin et lui a demandé s'il avait une petite amie. Jin a complètement ignoré l'excentrique et est parti. Et alors que Kyoa le poursuivait, il a soudainement senti quelqu'un approcher par derrière. Il s'est retourné juste à temps pour être poignardé par Tsubakiri, qui visait en fait son dos, mais qui a manqué. Kyoa était trop surpris pour réagir, mais Jin a instinctivement lancé ses lames de sang contre l'ennemi. Cependant, avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Yumogi est apparu derrière lui, enfermant ses lames dans sa prison noire, puis lui cassant le bras. Jin a hurlé de douleur, mais la prison noire autour de son bras n'a pas tenu longtemps. Il a essayé de se concentrer sur l'ennemi malgré la douleur. Réalisant qu'ils étaient dans la pire situation possible, Kyoa et lui étaient tous deux blessés, et ils ne savaient rien de l'ennemi. Cependant, Kyoa était assez calme même dans cette situation, et il a dit à Jin de revenir rapidement, et d'informer tout le monde de l'attaque de l'ennemi pendant qu'il tenait les deux Momotaro. Jin a obéi à ses ordres, promettant d'amener des renforts, puis Kyoa a reporté son attention sur les deux ennemis devant lui. Tsubakiri a dit à Yumogi de faire son travail, et elle a créé une immense barrière autour de tout le quartier général. Kyoa a alors réalisé que sa capacité était de créer des barrières avec ses bactéries,
et elle avait l'intention de s'assurer que personne ne cesse, échapperait vivant du quartier général. Kiowa a commencé à calculer ses options car il ne pouvait pas se battre, et il ne pensait pas que les étudiants étaient assez forts pour vaincre les dangereux adversaires devant eux. Il croyait que les renforts n'arriveraient pas de sitôt, et cela signifiait simplement qu'il allait mourir. Soudain, Tsubakiri lui a demandé s'il me connaissait, et Kiowa a réalisé que les choses étaient plus compliquées qu'il ne le pensait. Il a décidé de se battre de toutes ses forces, et a sorti une seringue de poison de sa veste. Cependant, avant qu'il n'ait eu la chance de l'utiliser, Tsubakiri l'a frappé au cou, laissant une blessure profonde. Kiowa était terrifié car il ne l'avait même pas vu arriver, et il est tombé au sol tandis que son sang giclait partout à haute pression. Alors que Kiowa perdait connaissance, il souhaita que s'il devait mourir, ce soit maman Yumogi qui l'achève. Tsubakiri n'allait pas exaucer son souhait, et il pensait que Kiowa était mort après sa seule attaque. Il a décidé de contrôler son cadavre grâce à ses bactéries, mais s'est soudainement arrêté lorsqu'il a senti des créatures affreuses à l'extérieur de la barrière. Il a dit à Yumogi de les laisser entrer, et elle a permis aux affreux d'entrer. Tsubakiri leur a demandé s'ils avaient apporté ce qu'il avait demandé, et l'un d'eux a régurgité une grande boîte. Il a ensuite ordonné aux affreux de retirer la couverture, révélant un bloc de bois décoré. Tsubakiri a demandé aux affreux de porter la boîte avec précaution pendant qu'ils me cherchaient. Et au même moment, Jin est arrivé au quartier général pour avertir tout le monde. Il a été surpris de ne trouver personne à proximité. Mais quand il est entré dans le hall principal, il a vu que tout le monde était prêt à se battre. Ils étaient soulagés de voir Jin, mais il était confus de savoir pourquoi ils étaient tous rassemblés au même endroit. Je lui ai dit que Gigi avait utilisé sa capacité et détecté l'ennemi qui s'approchait d'eux, alors ils avaient agi rapidement et évacué tous les patients. Cependant, avant que les autres ne puissent échapper, un mur noir avait bloqué la sortie, et ils étaient maintenant piégés ici. Certaines personnes ont suggéré qu'ils devraient trouver une autre sortie. Mais l'infirmière a dit qu'elle avait tout vérifié et qu'il n'y avait pas d'échappatoire. J'ai ensuite interrogé Jin sur Kiowa, mais avant qu'il ne puisse répondre à ma question, un affreux est arrivé. Tout le monde a été choqué de voir un monstre aussi terrifiant, et ils l'ont laissé passer devant eux vers un gars au hasard qui est devenu la nourriture du monstre. Pendant que tout le monde regardait, les gens ont décidé de fuir pour éviter d'affronter le monstre. Et j'ai décidé de garder Mei en sécurité avec moi. Peu après, Tsubakiri et les autres sont entrés dans le hall et l'ont trouvé vide. Il a ordonné aux affreux de poser le cercueil et s'est assis dessus, ordonnant à Yumogi de me capturer vivant et de tuer tous les autres. Elle lui a demandé s'il allait l'accompagner et Tsubakiri a refusé, disant qu'il avait des réflexions importantes à faire. D'un autre côté, la belle blonde Kuina parcourait des vêtements dans la salle de bain pour trouver quelque chose dans lequel elle pourrait mieux bouger. Pendant ce temps, le garçon dramatique Io était également dans la même pièce, pleurant qu'il allait mourir parce que son rythme cardiaque était irrégulier. Kuina lui a dit de faire de l'exercice s'il évanouissait juste après une petite course. Elle lui a ensuite couvert le visage pour qu'il ne la voie pas se changer. Et puis, ironiquement, elle a enfilé une tenue de sport moulante. Rokiro lui a demandé ce qu'elle allait faire maintenant. Et Kuina a répondu qu'elle allait tendre un piège. Apparemment, il enviait les gens en bonne santé en entendant cela, parce qu'il avait toujours peur de tomber malade. Juste à ce moment-là, ils ont entendu les lourds pas d'un affreux qui approchait. Et Rokiro paniqua, disant à Kuina qu'il ne pouvait pas se battre sous une telle pression. Il la supplia de faire quelque chose, ce qui excita soudain la belle jeune femme, car elle aimait avoir le contrôle total. Elle dit à Rokiro de se cacher dans le placard, car elle s'occuperait de tout, et il obéit nerveusement à ses ordres. Kuina se tint ensuite face à la porte, attendant que l'ennemi arrive. Le monstre Leid brisa le mur et entra dans la pièce. Mais avant de se battre, il demanda à Kuina si elle était moi. Elle répondit avec colère qu'elle était la brute à l'air stupide. Et en entendant cela, le monstre commença soudainement à l'attaquer. Il fit tomber l'armoire dans laquelle Rokiro se cachait, le faisant évanouir. Pendant ce temps, Kuina décida de montrer au monstre qui était le patron, une fois que la pièce serait suffisamment détruite. Elle se mordit le pouce et son sang se transforma en gants de boxe autour de ses poings. D'autre part, Jin courut vers Kiowa pour vérifier son état, et Ikari se préparait également à affronter un monstre. Au même moment, je me concentrais sur la recherche d'une cachette pour protéger Mei, et le seul endroit que j'ai trouvé fut le jardin. Pendant ce temps, Rokiro se réveilla et trouva la pièce complètement silencieuse. Il commença à penser que tout était qu'un mauvais rêve, et décida de sortir du placard. Mais à sa grande surprise, il vit le visage du monstre juste devant lui. Il paniqua en essayant de comprendre la situation, qui devint soudainement plus étrange, lorsque le monstre se leva et se dirigea docilement vers Kuina. Elle caressa son visage avant de le mettre en position, puis le mit au tapis d'un puissant coup de poing. Puis elle s'assit sur le monstre et commença à lui donner des combos de coups de poing F à la tête jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Rokiro avait peur d'elle maintenant, mais Kuina s'amusait à détruire le monstre, puis à marcher dessus, alors qu'il gisait impuissant au sol. Était grâce à sa capacité appelée « Je t'aime », qui transformait les ennemis touchés par son sang en esclaves, qui perdaient toute volonté de se battre contre elle. Lorsque Rokiro sortit du placard pour demander si elle avait vraiment vaincu le monstre toute seule,
Quina lui dit fièrement qu'elle lui avait dit de la laisser s'occuper de tout. La raison pour laquelle elle lui avait dit cela, N, était pas parce qu'elle était une femme fiable qui voulait prendre soin des gens, mais parce que C était une psychopathe qui aimait rendre les gens dépendants d'elle, au point qu'ils perdaient complètement leur capacité à fonctionner. Et maintenant, Rokiro était tombé dans son piège. Il s'agenouilla devant elle, la remerciant de l'avoir sauvée, et cela fit soudainement monter en flèche la tendance de Quina à le dorloter. Elle posa un drap sur le sol et recouvrit Rokiro, lui disant qu'il n'avait pas à s'inquiéter de quoi que ce soit, car elle s'occuperait de tout. Il était nerveux parce qu'elle était trop proche de lui. Et Quina remarqua qu'il avait l'air pâle et faible. Elle décida donc d'aller lui chercher de la nourriture, et Rokiro paniqua encore plus en pensant que C était un piège, car il n'était pas possible qu'une fille fasse autant attention à lui. Il commença à trembler de peur qu'elle ne l'utilise comme appât lorsque le prochain monstre arriverait. Et Quina commença à s'inquiéter encore plus pour lui. Au même moment, un autre monstre arriva, et Quina décida de s'en occuper avant de revenir à sa tâche principale, dorloter Rokiro jusqu'à ce qu'il soit gâté. Elle pensa que ce monstre était aussi un faible, et décida de s'en débarrasser rapidement. Mais le monstre s'avéra beaucoup plus fort que le précédent. Il utilisa son bras comme un fouet pour l'attaquer, et perça un trou à travers le mur derrière elle. Rokiro se cacha immédiatement dans le placard à nouveau, et Quina se mit en colère contre le monstre qui ruinait son plaisir. Elle lui sauta dessus, activant ses pouvoirs en plein air. Mais le monstre esquiva nonchalamment son coup de poing et lui transperça ensuite l'aile, épaule, avec son étrange bras tentaculaire. Quina réussit à s'en libérer, mais le monstre utilisa ensuite ses deux bras pour l'attacher, et elle réalisa qu'elle ne pouvait pas utiliser ses pouvoirs ainsi. Le monstre commença à la tirer plus près, et quand elle résista, il tira simplement sur la corde et la fit écrasée contre le plafond. Le monstre commença à balancer la fille musclée dans toute la pièce, et elle était impuissante à agir. Finalement, elle fut écrasée au sol, et le monstre commença à lui marcher sur la tête. Rokiro paniqua en voyant cela, mais Sek était tout ce que cet inutile pouvait faire. Il resta juste là à regarder Quina se faire torturer, et souhaitait que quelqu'un vienne l'aider. Il ne pensait même pas pouvoir l'aider, car il était un faible et un lâche. Mais cela lui fit réaliser qu'il était devenu un perdant pathétique sans même s'en rendre compte. Il se souvint de elle, époque où il n'était pas un perdant lâche. Et cela lui semblait remonter à un siècle. Rokiro avait grandi dans un village isolé, où de nombreux Oni vivaient parmi les humains, et une fille nommée Lulu était son premier amour. Il essayait toujours de l'impressionner en montrant à quel point il était cool et courageux, même s'il était terrifié à l'intérieur. Pourtant, avec Lulu à ses côtés, il se sentait capable de tout. Lulu était toujours près de lui aussi, et ils passaient la plupart de leur temps ensemble, heureux. Cependant, sous cette vie parfaite, tout n'allait pas bien. Lulu était malade, et comme elle était une Oni, elle ne pouvait pas être emmenée chez un médecin normal. Le seul médecin Oni du village l'avait aidée à rester stable et en bonne santé. Mais un jour, l'agence Momotaro a fait une descente dans le village et ils ont tué le seul médecin. Sans lui, l'état de Lulu s'aggrava, et Rokiro lui promit qu'il lui ramènerait rapidement un autre médecin d'une ville voisine. Il lui demanda de lui faire confiance, car il pouvait tout faire pour elle. Et Lulu lui dit qu'il était toujours le plus cool qu'elle ait connu. Elle lui demanda de le rester et mourut peu après. Rokiro fut dévasté et s'effondra à cause de cela, et il perdit rapidement son étincelle. Il n'avait plus de raison d'être courageux ou confiant. Ses cheveux sont devenus gris et il a souffert d'insomnie. Sa santé mentale s'est détériorée et il est devenu le perdant qu'il est aujourd'hui. Pendant que Rokiro pensait à sa chute, le monstre transforma sa tête en un fouet pointu pour achever Quina. Rokiro décida de le laisser finir le travail car il n'avait la capacité de sauver personne. Cependant, à cet instant précis, les derniers mots de Lulu lui revinrent à l'esprit. Il se souvint qu'elle lui avait dit de toujours rester cool. Et cela réveilla soudain quelque chose en lui. Juste au moment où le monstre attaquait Quina pour l'achever, Rokiro bondit, la mettant hors de danger en une fraction de seconde. Il réalisa que si Lulu le voyait maintenant, elle serait déçue de lui, et il ne permettrait pas que cela arrive. Il regarda Quina, inconsciente et blessée, et pensa qu'elle avait lutté si durement pour le protéger. Et était maintenant son tour de lui rendre l'appareil. Cependant, il était incroyablement terrifié, et ne savait même pas si son cœur pourrait supporter le combat. Mais il pensa à Lulu une fois de plus et se calma. Il se mordit le pouce pour faire couler du sang, qui prit la forme de Lulu. Maintenant que sa fille était devant lui, Rokiro se calma encore plus, et lui demanda de rester avec lui même si Lenden n'était pas aussi cool qu'elle le désirait. La Lulu de sang le serra dans ses bras par derrière, et le sang commença lentement à couvrir son corps, chassant son anxiété et sa panique. Cependant, ce n'était pas sa véritable capacité, et Rokiro pouvait activer son pouvoir une fois qu'il était pleinement confiant. Son sang enveloppa son corps, et Rokiro se transforma soudain en une sorte d'idole de K-pop. Le monstre l'attaqua après sa transformation, mais Rokiro esquiva facilement son attaque, puis effectua quelques pirouettes fantaisistes dans les airs avant d'atterrir derrière lui. La pièce était remplie de pétales de fleurs faits de sang, et chaque pétale était une lame mortelle. Lorsque les pétales frappèrent le monstre, son corps fut mis en pièces, mais le monstre survécut à l'attaque. Rokiro, d'autre part, était rempli de confiance car Lulu était avec lui.
Il défia le monstre de l'attaquer et esquiva gracieusement tout. Puis il bondit pour attaquer le monstre, se souvenant des festivals d'Eneke Pevekete où il avait dansé avec Lulu. Perdu dans les souvenirs de sa petite amie, Rokiro esquiva les attaques du monstre, lui coupant les bras et le forçant à utiliser ses pieds pour se battre. Il dansa dans la pièce, la remplissant de lames de pétales, puis lança un combo fatal sur le monstre, le coupant en morceaux. De mon côté, Iji était avec Mei, lui disant qu'elle pouvait se détendre maintenant que les méchants monstres étaient partis. Cependant, elle était encore trop déprimée par la mort de ses parents et pensait qu'elle aurait peut-être dû mourir avec eux. Je lui ai dit de ne pas y penser, car ses parents avaient sacrifié leur vie pour la sauver. Et si elle mourait, tout deviendrait inutile. Je lui ai dit de continuer à vivre et de se battre contre le désespoir qui essayait de l'engloutir. J'ai dit que la première chose qu'elle pouvait faire était de m'encourager pendant que je battais le bâtard qui lui avait pris sa famille. Sur ce, je me levai et décidai de chercher les Momotaro pour les vaincre. Cependant, Mei pensait que je ne pouvais pas gagner, et je lui ai dit que tant que je ne perdais pas espoir, je ne perdrais jamais. Pendant ce temps, Naito se réveilla, après que les autres Oni l'aient réveillé. Il réalisa qu'il avait été inconscient pendant 15 minutes, et les Oni le remercièrent d'avoir subi tant de dégâts pour les protéger. Naito s'en moquait et décida de retourner immédiatement au quartier général pour pouvoir aider ses étudiants. De retour au quartier général, je me rendis dans le hall principal où Tsubakiri se détendait. Lorsque je me présentais et lui demandais s'il était le salaud qui avait transformé les cadavres en zombies, Tsubakiri l'affirma joyeusement. Je lui demandai comment il pouvait insulter les morts de cette manière, et Tsubakiri se contenta de rire à mon visage, disant que les Oni n'étaient pas des humains et n'avaient donc pas de droits de l'homme. J était furieux à cause de cela, et je sortis un globe que je pointais sur lui, mais Tsubakiri me regarda simplement avec curiosité. D'autre part, Jin se précipita pour trouver Kyoa, mais il fut arrêté par Mère Yumogi, qui lui dit que le médecin était déjà mort. Elle demande à Jin s'il veut venger son ami décédé, et il répond qu'il ne se soucie pas de Kyoa, mais qu'il se fera un plaisir de tuer n'importe quel Momotaro qu'il croise. Il déploie ses lames de scie, et Yumogi active également ses pouvoirs pour riposter. Jin se précipite sur elle et attaque de toutes ses forces, mais Yumogi se protège en créant une pièce impénétrable autour d'elle. Elle quitte la pièce et la dissout juste après avoir bloqué l'attaque, et dit à Jin qu'il ne peut pas la toucher avec ses faibles attaques. Il prend cela comme un défi, et est encore plus déterminé à la tuer. D'autre part, Tsubakiri me lance un couteau pour me désarmer, me disant d'arrêter de jouer avec des jouets et d'utiliser ma vraie force pour l'attaquer. Je suis furieux à cause de cela, et décide de le faire exploser avec toute ma puissance. Je crée un lance-roquette puissant, contrôlant ma force avec une rage et une haine pure, et dis à Tsubakiri que je vais le détruire avec toutes mes forces. Je pense à tout ce que Mei a enduré à cause de cet enfoiré, et ensuite à Naito, qui m'a dit de ne pas utiliser mes pouvoirs parce que je ne pouvais pas les contrôler. Je ne voulais pas que quiconque me dise quoi faire et quoi ne pas faire, et j'ai tiré le lance-roquette sur Tsubakiri, créant une énorme explosion. Tsubakiri a cependant évité l'attaque et j'en ai profité pour me moquer de lui, lui demandant s'il avait eu si peur qu'il avait dû fuir pour sauver sa vie. Quoi qu'il en soit, mon attention se tourne vers le cercueil et je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. Tsubakiri répond à ma question en ouvrant le cercueil, et un homme en tenue de Momotaro en sort. Il déclare qu'il détruira tous les Oni, et je réalise que c'est un autre zombie de Tsubakiri. Je l'appelle enfoiré sans cœur, lui demandant comment il peut transformer les cadavres de ses coéquipiers en marionnettes, et Tsubakiri soupire en réponse. Il me traite d'idiot au cerveau plat, incapable d'avoir une seule pensée nouvelle par lui-même. Il me dit que les humains ont ce qu'on appelle le libre arbitre, et que son partenaire zombie ici a en fait choisi de devenir une marionnette après sa mort. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi quelqu'un choisirait de faire ça lorsque le zombie Momotaro utilise soudainement ses capacités sur moi. Il envoie des ondes de choc sombres vers mon cœur. Et en quelques secondes, je trouve que mon corps devient si lourd qu'il est impossible de se lever. Alors que le zombie continue de spammer sa compétence, Tsubakiri dit que lorsque d'autres Momotaro se transforment en zombies, il peut utiliser leur capacité. La capacité de son partenaire actuel est de mélanger les bactéries à l'oxygène dans l'air pour le rendre incroyablement lourd. Pendant ce temps, le zombie ne cesse de répéter la même phrase sur la destruction des Oni. Et Tsubakiri dit qu'il a également été surpris quand il l'a entendu pour la première fois. Il ne comprend pas si c'est la haine ou la détermination qui peut faire parler ce cadavre ambulant, mais il pense que c'est le summum de l'esprit Momotaro. Il continue de même, écrasé avec le pouvoir du zombie, me demandant combien de temps je peux tenir face à un ennemi beaucoup plus fort. D'autre part, le groupe Oni avec Naito essaye de trancher à travers la barrière noire que Yumogi a érigée autour de leur quartier général. Leurs armes se brisent contre le mur, et ils se demandent s'ils devraient essayer d'autres entrées. Cependant, Naito leur dit que ce serait inutile, car la barrière est solide partout. Les petits soldats lui demandent s'il peut détruire le mur. Et bien que Naito soit sûr de pouvoir le faire, il pense que ce n'est pas sage. Pour l'instant, il y a des touristes sur le sanctuaire au-dessus d'eux. Et s'il détruit le mur avec toute sa force, leur vie pourrait être en danger. Ils paniquent parce qu'ils n'ont pas l'autorité nécessaire pour évacuer les touristes. Et Naito commence à réfléchir à une solution. Juste à ce moment-là, le Guji Geek arrive et dit à Naito
qu'il avait trouvé le signal ennemi plus tôt et qu'il avait aidé à évacuer les blessés vers la sécurité. Cependant, certains membres du personnel de soutien et la plupart des étudiants sont toujours à l'intérieur. Naito se réalise qu'ils doivent se dépêcher de sauver tout le monde. Mais avant cela, ils doivent d'abord évacuer les touristes. Juste à ce moment-là, certains Oni disent à Naito qu'ils ont trouvé une personne étrange devant l'entrée. Et ce n'est qu'Omar qui s'est finalement réveillée. Elle marmonne sans cesse qu'elle ne devrait pas être dans un endroit aussi beau. Mais Naito est ravi de la voir. Soudain, Guji commence à se comporter comme un pervers de catégorie A car il a un fétiche pour les filles en uniforme scolaire. Il dit à Omar qu'il veut lui offrir sa carte WC et elle est dégoûtée par cet excentrique. Même Naito est choqué car il pensait que Guji était le gars le plus normal de la promotion étrange des étudiants de cette année. Quoi qu'il en soit, il se rend compte qu'il existe un moyen d'utiliser les capacités d'Omar pour évacuer les touristes et l'emmène immédiatement dans la forêt entourant le sanctuaire. Naito appelle ensuite Guji, qui est à l'intérieur du sanctuaire, et lui dit qu'il va créer un petit tremblement de terre et un glissement de terrain pour que tous les touristes évacuent. Guji est choqué par cela, mais Naito le rassure en disant que ce sera un petit glissement de terrain et que personne ne sera blessé. Des soldats Oni ont été positionnés dans tout le sanctuaire pour aider à évacuation de tous, et Naito demande à Guji de scanner la zone pour confirmer que tout le monde est parti après l'évacuation. Cela dit, il tourne son attention vers Omare et lui demande d'invoquer la déesse Titan qu'elle avait invoquée auparavant, car c'est elle qui provoquera un glissement de terrain. Elle a peur de devenir folle, mais Naito la rassure en disant qu'il gérera la situation. Malgré le réconfort, Omar est trop effrayé pour utiliser ses pouvoirs, et Naito abandonne. Il dit à Guji que le plan du glissement de terrain est annulé, et qu'ils doivent trouver une autre approche. Il dit ensuite à Omar qu'elle est renvoyée car il n'a pas besoin de fardeau inutile dans son équipe. Il commence à s'éloigner, mais Omar lui dit anxieusement qu'elle a trop peur d'utiliser la puissance qu'elle ne peut pas contrôler. Naito répond que la peur n'est pas le problème, mais le refus de changer en est un. Il est au courant de l'incident qu'Omar a involontairement causé dans le passé, mais tout le monde dans sa classe a un passé horrible qui pèse sur eux. Il dit à Omar qu'elle doit être celle qui fait le premier pas vers le changement, sinon personne ne peut l'aider. Elle déclare qu'elle veut changer, et se mord soudainement le pouce, laissant son sang couler. Le sang prend la forme d'un titan géant, et commence à attaquer Naito, qui esquive les coups. Les lourds coups de poing de la déesse Titan secouent la montagne, et Omar commence à paniquer. Elle s'excuse de ne pas pouvoir contrôler sa puissance, mais Naito lui dit que ce n'est pas grave, car c'est exactement ce qu'il voulait pour le moment. À cause des attaques du titan, le sol commence à trembler, et de gros rochers de la montagne commencent à glisser. Cela crée la panique chez les touristes, et les soldats Oni leur demandent immédiatement d'évacuer. Une fois que tout le monde s'est enfui, Guji le confirme grâce à sa compétence radar, et Naito décide d'arrêter de jouer avec la déesse Titan et d'assommer Omare pour stopper sa fureur. Au même moment, Jin combat Yumogi, qui le repousse avec ses boîtes noires. Jin décide de garder ses distances avec elle, mais il ne réalise pas qu'elle a invoqué une boîte derrière lui et qu'il est piégé à l'intérieur. Il ne peut plus sortir de la boîte, et Yumogi décide de lui offrir une mort lente et douloureuse. Elle commence à rétrécir la boîte, disant à Jin qu'il sera réduit en poudre à l'intérieur. Il lui dit qu'il va la briser par pure force, mais Yumogi ne pense pas que ce soit possible. Alors que la boîte se rétrécit, elle dit que le cerveau commence à paniquer lorsque quelqu'un est enfermé dans un espace clos, et que les gens perdent la capacité de faire quoi que ce soit. Elle pense que la même chose arrivera à Jin lorsque la boîte rétrécira davantage. Mais soudain, elle entend le bruit d'une lame de scie frappant le mur. Elle pense qu'il n'est pas possible qu'il puisse faire cela dans un espace aussi confiné. Mais Jin a plus de surprises pour elle. Soudain, la boîte se fissure, puis elle est réduite en miettes, alors que Jin émerge avec des lames de scie mécaniques dépassant de son dos. Il dit à Yumogi qu'il dormait autrefois dans le conduit de climatisation d'un bâtiment abandonné. Était froid, humide et ça puait. Et comparé à cela, sa boîte est des vacances chez Jet 2. Yumogi est furieuse à cause de cela, et décide de l'achever avec sa prochaine attaque. Mais juste à ce moment-là, quelqu'un y jette la tête coupée d'un monstre. Il s'avère que c'est le voyou Ikari, qui est en colère contre la mère parce qu'elle pensait pouvoir le tuer avec de telles ordures. Jin lui dit de reculer car c'est son combat. Mais Ikari est déterminé à abattre le Momotaro devant eux. Cependant, en voyant la tenue de mère Yumogi, il perd le contrôle. Il commence à lui faire la morale sur le fait de s'habiller décemment, mais elle ne se soucie pas vraiment de ce que les hommes pensent de sa tenue. Ikari laisse alors tomber son sang sur le sol pour activer son pouvoir, mais Yumogi décide d'enfermer les deux garçons dans sa cage d'abord. Malheureusement pour elle, Ikari est trop rapide et agile pour son attaque. Il se déplace facilement à travers son attaque et lui donne un coup de pied solide dans la mâchoire qui l'étourdit. Yumogi est choqué de ne pas avoir pu anticiper l'attaque, mais il s'avère que même Ikari ne peut pas anticiper ce que ses pouvoirs vont faire. Sa capacité sanguine lui confère un pouvoir aléatoire en fonction de son niveau de colère. Et en ce moment, il a une paire de bottes rouges magiques qui augmente sa vitesse et son agilité. Ikari pense qu'il aurait dû être plus en colère pour obtenir une meilleure arme, mais Yumogi pense juste qu'il est un ennemi de type vitesse et qu'elle n'est pas douée pour lutter contre eux. Pendant ce temps, à l'extérieur de la barrière, Naito utilise son attaque spéciale pour la détruire. L'intégralité du quartier général commence à trembler.
et il se rend compte que le bâtiment va bientôt s'effondrer. Cependant, il croyait que la vie de ses amis piégés à l'intérieur était bien plus précieuse que le bâtiment, et qu'il devait les secourir rapidement. Tout le monde à l'intérieur du bâtiment a également senti les secousses et a réalisé qu'il devait échapper rapidement. Pendant ce temps, Naito et son équipe arrivent là où Yumogi se bat contre Jin et Ikari. Naito dit à Yumogi qu'elle est piégée, et qu'après avoir utilisé sa puissance à grande échelle tout ce temps, elle doit avoir atteint ses limites. Il lui dit de se rendre, car elle ne pouvait pas s'enfuir. Mais Yumogi lui répond qu'elle n'a aucune intention de fuir. Elle jette sa robe, ne portant qu'une fine couche de biofilm noir, en déclarant qu'elle va tuer tout le monde ici. Pendant ce temps, Tsubakiri décide également de mettre fin à son combat contre moi, mais je me suis éloigné de la portée de son attaque gravitationnelle. J'ai de nouveau invoqué mon lance-roquette et les ai attaqués, mais le zombie a manipulé la gravité pour empêcher les roquettes de l'atteindre. Tsubakiri a ensuite montré une autre compétence de son partenaire zombie, compressant l'oxygène en une petite sphère qui est devenue incroyablement lourde grâce à son pouvoir. Puis, il a tiré cette sphère gravitationnelle sur moi, me causant d'horribles blessures internes. Alors que je gémissais de douleur, Tsubakiri dit qu'il ne pouvait pas croire que Ja était le fils de Kishin, autrefois acclamé comme le général Ozeni le plus puissant de l'histoire. Il était déçu par moi, qui ne savait même pas si je devais croire son histoire. Pendant ce temps, Mei a également ressenti des secousses et a eu peur lorsque des débris ont commencé à tomber du toit. Cependant, elle s'est souvenue de la façon dont je lui avais dit de ne pas céder au désespoir. Je lui avais dit de m'encourager si elle voulait vraiment vivre, et elle a décidé de trouver son courage en me soutenant. Au même moment, le Momotaro nommé Samadar, celui qui a tué mon père, arrive au quartier général de l'agence Momotaro. Sa nouvelle lieutenante, Ina, le salue et commence immédiatement à le flatter, car il est apparemment une légende vivante parmi les Momotaro. Cependant, Samadar ne voulait rien avoir à faire avec la rat de bibliothèque, et lui a dit qu'il travaillait seul, donc il n'avait pas besoin d'elle. Ina a été blessée par sa réponse, mais elle l'a suivi effrontément, et a commencé à poser des questions sur le quartier général et d'autres choses, car elle venait de la campagne, et était la première fois qu'elle voyait une ville. Elle a soudainement posé des questions sur les enfants de Kishin, un sujet de conversation pour tout le monde à l'agence. Et Samadar a trouvé que était la seule question qui méritait une réponse. Il lui a dit qu'il y a longtemps, un Oni redoutable nommé Kishin avait à lui seul mené l'agence Momotaro au bord de la destruction. Il avait mis enceinte de nombreuses femmes pour répandre ses gènes à travers le monde, afin que d'autres Oni plus puissants puissent naître après lui. Ina a trouvé cela étrange, car si Kishin était vraiment le Nick Cannon des Oni, il y aurait beaucoup de ses descendants qui inonderaient les rues. Samadar lui a dit que seuls les Oni qui avaient hérité de la puissance de Kishin étaient appelés enfants de Kishin, et qu'ils n'étaient pas nombreux. Cependant, ils sont nés à des moments prévisibles. Rina lui a demandé ce qu'il voulait dire, et un autre Momotaro lui a donné la réponse. Il a dit que les enfants de Kishin apparaissaient lorsque le côté Momotaro submergeait lourdement les Oni. Ina était stupéfaite par le voyou qui venait d'apparaître devant elle, sorti de nulle part. Et il s'est présenté comme Shina, capitaine de l'unité 21. Ina se sentait nerveuse face à Shina, car il avait l'air terrifiant, mais il était aussi assez bavard. Il lui a dit que la guerre entre les Momotaro et les Oni durait depuis des milliers d'années, et était en fait due à Kishin et à ses descendants. Lorsque l'agence Momotaro fut créée pour la première fois et faillit détruire la communauté Oni, Kishin est né. Depuis lors, chaque fois qu'ils étaient sur le point d'achever tous les Oni, les enfants de Kishin réveillaient leur puissance et prolongeaient la guerre. Shina a continué à maudire les Oni tout en se moquant d'Ina, puis lui a demandé pourquoi le fait que les Oni vivent parmi les humains était un problème. Elle lui a alors donné la réponse tirée des livres, selon laquelle les Momotaro étaient censés protéger les humains des Oni, et si les Oni se cachaient parmi les gens ordinaires, des innocents pourraient être entraînés dans les combats. Shina la réprimande être une rat de bibliothèque et dit qu'ils ont des politiciens de leur côté, qui les aident à nettoyer le désordre même si leur identité est révélée ou si des humains sont entraînés dans les combats. Mais ce sont ces politiciens véreux qui leur ont causé des problèmes. Il a dit que les politiciens avaient commencé à leur demander de fabriquer des médicaments à partir de sang Oni, entre autres choses. Et c'est ce qui l'a mis le plus en colère. Il a estimé que si les Oni ne se cachaient pas parmi les humains, ils n'auraient pas à faire face à ces salauds. Mais Ina lui a demandé si ce n'était pas une bonne chose que des gens de pouvoir les aident. Shina se moque d'elle à nouveau, lui disant que les politiciens ne les soutenaient que pour qu'ils soient les premiers à être protégés si les choses tournaient mal. Il se moque d'Inadon, être si naïf quant à la vraie nature du monde, puis se tourne vers Samadar, lui disant que cela devait être difficile pour lui d'avoir une idiote de la campagne comme partenaire. Ce n'était pas tout ce qu'il avait à dire, et il s'approche de Samadar, l'affrontant, en disant qu'il avait peut-être dépassé son apogée puisqu'il avait perdu contre moi, un gamin, même si Ji était un enfant de Kishin. Shina se moque de Samadar, disant que les supérieurs l'avaient placé au quartier général parce qu'il voulait aussi qu'il prenne sa retraite des missions sur le terrain et donne une chance à de meilleurs candidats. Shina s'en va ensuite, disant à Samadar que même s'il s'accrochait à son siège, il allait grimper dans les rangs en tuant les enfants de Kishin. Samadar lui a immédiatement dit de rester loin de moi, car il voulait me tuer lui-même. Shina a ricané et a dit que ce serait difficile avec seulement la main qui lui restait. Après son départ, Ina a demandé à Samadar s'il n'y avait qu'un seul enfant de Kishin, et il lui a répondu qu'il y en avait d'autres. Au même moment, Tsubakiri m'a dit qu'il y avait toujours 8 enfants de Kishin dans chaque génération,
et que j'en faisais partie. Il a dit que si ma véritable puissance en tant qu'enfant de Kishin se réveillait, je serais une menace pour l'agence Momotaro, raison pour laquelle il devait se débarrasser de moi. Cependant, il a estimé qu'il serait encore mieux de me prendre comme cobaye et étudier ce qui me rendait spécial. Ce qui était exactement ce qu'il prévoyait de faire maintenant. Je me suis levé alors que le pouvoir du zombie desserrait son étreinte sur moi et j'ai maudit Tsubakiri, lui disant que je me fichais de la légende de Kishin ou de quoi que ce soit. J'ai juré que je ne laisserais pas Tsubakiri s'en tirer après tout ce qu'il avait fait. Et j'ai immédiatement invoqué mon lance-roquette. J'ai commencé à attaquer Tsubakiri sans retenue, le forçant à courir dans la pièce pour esquiver les tirs. Cependant, j'ai rapidement atteint mes limites et me suis mis à genoux. Pris de vertige à cause d'une perte de sang excessive. Je ne pouvais même plus bouger, et Tsubakiri m'a traité de faible qui ne pouvait pas supporter ce niveau de combat. Il a remarqué que le bâtiment commençait à s'effondrer. Alors il a ordonné à son partenaire zombie de me maîtriser, puis a remarqué que Mei se cachait également derrière le mur. Tsubakiri a dit qu'il allait probablement l'achever ensuite, et Ji était horrifié de voir Mei en danger. Je lui ai dit de s'enfuir, mais Mei est sortie de sa cachette. Elle a demandé à Tsubakiri si était comme ça qu'il avait tué ses parents, et il a dit avec mépris qu'il ne se souvenait même pas de la façon dont il avait anéanti ces insectes. Mei lui a demandé comment il avait pu tuer ses parents alors qu'il n'avait rien fait, mais il s'est contenté de rire au nez, disant qu'ils étaient que des insectes, et qu'il ne pourrait jamais avoir une famille comme les humains. J'ai de nouveau dit à Mei de s'enfuir, mais en entendant son nom pour la deuxième fois, Tsubakiri s'est effectivement souvenu de ses parents. Il lui dit qu'il l'avait supplié de lui laisser la vie sauve, et qu'ils avaient l'air si pathétiques qu'il avait décidé de la laisser vivre. Cependant, une fois qu'il leur a dit qu'il la tuerait plus tard de toute façon, ils ont été horrifiés. Mei s'est mise à pleurer en entendant cela, mais je lui ai crié que ce n'était pas le moment de pleurer. Je me suis relevé en disant à Mei que nous allions d'abord battre ces salauds, et que nous pleurerions ensemble après. Tsubakiri rit en me voyant pleurer, et demanda comment un Oni pouvait pleurer. Je lui ai dit que je pouvais pleurer parce que j'avais un cœur, et que si Tsubakiri ne pouvait pas comprendre cela, c'est était lui le véritable démon ici. Tsubakiri est devenu fou furieux à cause de cela, et a utilisé le zombie pour écraser davantage. Il a ensuite décidé de mettre fin à la vie de Mei également, et l'air autour d'elle est devenu de plus en plus lourd. J'ai paniqué face à cela, réalisant que j'allais échouer à protéger quelqu'un d'autre. À ce rythme, j'ai poussé mon corps à la limite, espérant trouver une source de puissance cachée qui pourrait m'aider à protéger Mei. Soudain, mon ongle s'est déchiré, et le sang qui en a coulé s'est enflammé en une tornade de feu. Tsubakiri était stupéfait, car cela signifiait que Ji était en train d'éveiller mon pouvoir en tant qu'enfant de Kishin. Les enfants de Kishin possèdent un attribut élémentaire unique, et j'avais l'attribut du feu. Grâce à ce pouvoir nouvellement éveillé, j'ai neutralisé le champ gravitationnel qui écrasait, et j'ai senti que j'avais encore de énergie pour me battre. Tsubakiri fut choqué par cela, mais il décida de me vaincre avant que je ne puisse récupérer. Cependant, dès qu'il a essayé d'utiliser son pouvoir, une balle de ma part lui a traversé le bras et l'a brûlé. Tsubakiri paniqua, pensant que Ji était vraiment dangereux si Ji était encore si puissant avec seulement un peu de sang. Mais à ce moment-là, je me suis effondré car je ne pouvais pas contrôler les flammes qui enveloppaient mon corps. Tsubakiri a également remarqué cela et m'a immédiatement écrasé une fois de plus. Puis, il a décidé de tuer Mei, lui disant que ses parents étaient des insectes qui étaient morts misérablement et qu'elle finirait comme eux. Je l'ai maudit, lui demandant ce que les parents de Mei lui avaient fait. J'ai demandé si les Oni avaient le droit de vivre une vie paisible, et cela a rappelé à Mei la fois où elle avait posé la même question à ses parents. Ils ont dit à la petite fille que tout le monde avait le droit de vivre une vie paisible et heureuse, et elle s'est mise à pleurer quand j'ai dit la même chose. Cependant, Tsubakiri, le raciste, s'est mis en colère à cause de cela et a décidé de nous achever tous les deux avec son attaque ultime. Il a créé un vortex de gravité avec la puissance du zombie, et j'ai reformé mon pistolet pour riposter. Tsubakiri pensait que je bluffais simplement parce que je n'avais plus assez de sang pour créer des munitions. Mais Ji était déterminé à me battre jusqu'au bout pour protéger l'avenir de Mei. Pendant ce temps, Mei pensait à ses parents et à la façon dont il lui avait dit de ne jamais abandonner son avenir. La petite fille a pris une grande inspiration et m'a encouragé, et soudain, les flammes qui m'entouraient se sont rallumées. J'ai récupéré ma force et Tsubakiri ne comprenait pas comment cela avait pu arriver. Néanmoins, Ji était content que Mei ait tenu sa promesse. Et avec ma force rechargée, j'ai tiré un puissant coup de feu dans le vortex de gravité, le déchirant. Tsubakiri ne pouvait que regarder la scène se dérouler. Et puis l'explosion de mon attaque l'a frappé de plein fouet, lui causant d'énormes dégâts. Alors que Tsubakiri gisait lourdement blessé au sol, il regrettait de m'avoir sous-estimé. Il ne pouvait pas croire qu'il avait perdu contre quelqu'un qui venait de réveiller ses pouvoirs, mais il réalisa qu'il était trop gravement blessé pour s'en sortir vivant. Il rampa vers son partenaire zombie, Manaka, se remémorant la première fois qu'ils étaient rencontrés. Quelques années auparavant, Tsubakiri était qu'un chercheur au sein de l'agence Momotaro.
et il n'avait aucun intérêt à rejoindre les forces de combat. Il se contentait de son travail d'expérimentation sur les Oni qu'il capturait et passait la plupart de son temps dans son laboratoire. Mais un jour, Manaka est venu le recruter dans son équipe. Tsubakiri détestait immédiatement l'habitude de Manaka d'interférer dans la vie des autres, et il a refusé sa proposition. Cependant, son refus avait autant de valeur que le mien dans ma famille. Et le lendemain, il a été transféré dans l'aile, équipe de Manaka sur ordre de ses supérieurs. Tsubakiri remarquait que Manaka avait le charisme et l'attrait d'un leader. Et il était assez gentil pour prier pour les Oni qu'il avait tués. Tsubakiri n'a jamais pu comprendre quoi que ce soit de tout cela, car après que ses parents aient été tués par un Oni, il avait progressivement perdu ses émotions. Quoi qu'il en soit, il ne se souciait pas beaucoup de ses parents, puisqu'ils étaient toujours occupés par le travail de l'agence, et ne lui consacraient jamais de temps. Un jour, il partagea son histoire avec Manaka, qui l'emmena immédiatement chez lui et le présenta à sa femme et à sa fille. Après ce jour, Manaka l'invitait souvent à dîner avec sa famille, et, peu à peu, Tsubakiri recommença à ressentir la chaleur humaine. Cependant, il était toujours confus de savoir pourquoi Manaka gardait une famille, alors qu'il pouvait être un fardeau pour lui et son travail. Manaka lui dit que la famille lui donnait la motivation de faire de son mieux, et de rentrer chez lui sain et sauf. Mais peu de temps après, ce fut la cause de sa mort. Un jour, Manaka et son équipe ont fait une descente dans un appartement, après avoir reçu un rapport concernant un Oni, et ils y ont trouvé un enfant. Manaka a vu sa fille dans le garçon et n'a pas pu l'attaquer, lui donnant ainsi une chance de échapper. Cependant, lorsque le garçon Oni est arrivé dans la rue, il est devenu fou et a tué tous ceux qu'il a vus. Malheureusement, la femme et la fille de Manaka faisaient les magasins au même moment, et l'Oni déchaîné les a également attaqués. Manaka s'est précipité pour les sauver, mais il était trop tard. Sa femme et sa fille avaient perdu la vie, et il avait lui aussi été gravement blessé en combattant l'Oni. Dans ces derniers instants, Manaka regretta d'avoir fait preuve de compassion envers l'ennemi et déclara que tous les Oni devaient être cruellement éliminés sur le champ. Il demanda à Tsubakiri d'utiliser son corps afin qu'il puisse continuer à combattre les Oni même après sa mort. Tsubakiri accepta sa demande, et, en manipulant le corps de Manaka, il accéda rapidement au rang de capitaine. Même maintenant, il n'avait pas abandonné et jura qu'il continuerait à se battre avec Manaka jusqu'à ce qu'ils aient éliminé tous les Oni. Il essaya de ramper vers lui, mais soudain le corps de Manaka s'enflamma et Tsubakiri évanoui après avoir perdu tout espoir. De mon côté, je ne pouvais pas croire que j'avais gagné le combat. Alors que je fixais le plafond, hébété, Mei s'approcha de moi, et soudain un gros rocher tomba du plafond, atterrissant juste à côté d'elle. Le bruit du rocher qui tombait m'a fait reprendre mes esprits, et j'ai dit à Mei que nous devions sortir d'ici immédiatement. Cependant, il ne me restait plus aucune énergie, et je me suis effondré sur le sol saignant abondamment. Au même moment, dans les tunnels, Mère Yumogi, était enfermée dans une barrière. Réalisant qu'elle ne pouvait pas gagner, Naito décida de la laisser seule, car elle n'avait plus la force de sceller à nouveau leur base. Au lieu de cela, il décida de sauver toutes les personnes piégées à l'intérieur, avant que le bâtiment ne s'effondre. Naito, Jin et les autres se sont précipités vers le hall principal, et à leur grande surprise, ils ont vu Kyoa me soigner, alors que J était inconscient. Jin lui demanda comment diable il avait survécu, et Kyoa dit qu'il avait failli mourir, mais qu'il avait bu un peu de son sang qui était resté sur le toit, ce qui l'avait aidé à survivre. Après avoir entendu cela, Naito se tourna vers Tsubakiri, lui disant qu'il avait l'air pitoyable. Cependant, avant de l'achever, il lui demanda ce qu'il pensait du pouvoir culinaire de Shikin. Tsubakiri répondit que J était très fort, mais qu'il semblait que J était en train de brûler ma force vitale. Jin était curieux de toute cette histoire de cuisine, mais Kyoa dit qu'il expliquerait tout quand il serait en sécurité. Peu de temps après, Yumogi arriva dans le hall, et elle fut horrifiée de voir que Tsubakiri était mort. Il avait changé après avoir rencontré Manaka et suivi les traces de son mentor. Il avait même fondé une famille. Mais maintenant, Yumogi était horrifié à l'idée d'annoncer à la femme et à la fille nouveau-née de Tsubakiri qu'il était mort au combat. Quelques heures plus tard, je me suis réveillé, entièrement remis de mes blessures. Kyoa et Naito étaient là pour veiller sur moi. Et Naito m'a tendu une bouteille d'eau tout en remarquant que j'avais vraiment vaincu un capitaine Momotaro. J'ai finalement réalisé que j'avais gagné contre Tsubakiri, mais j'ai été immédiatement attristé, car rien ne pouvait ramener les parents de Mei. Naito ouvrit silencieusement la fenêtre, disant qu'ils avaient trop perdu pour considérer cela comme une victoire, mais qu'ils devaient célébrer le fait d'avoir survécu. Peu de temps après, mes camarades de classe et moi nous préparions à retourner à l'académie. Kyoa avait décidé d'adopter Mei, et il demanda à tout le monde de leur rendre visite à nouveau. Alors que les élèves montaient à bord, Mei m'appela, me remerciant avec un sourire éclatant, et je lui dis que je reviendrais la voir. Quand nous sommes arrivés à l'académie, Naito a commencé à enseigner aux élèves comment l'agence Oni était divisée en 3 sections. Il y avait l'unité de combat, l'unité médicale et l'unité de reconnaissance. Et une fois diplômés, les élèves seraient affectés à ces unités, en fonction de leurs capacités. Cependant, la classe était un désordre, mon cerveau étant en surchauffe et émettant des sons audibles alors que j'essayais de me concentrer sur la leçon. Kuina essayait de s'occuper de Rokiro, et Ikari dormait indifféremment. Naito était le plus en colère contre Ikari,
et il le réveilla d'un claquement de doigts, créant une onde sonore. Ensuite, le professeur a annoncé que le cours se terminait ici et que tout le monde devait maintenant choisir un colocataire de dortoir. Alors que les étudiants avaient des opinions divergentes sur le fait de partager une chambre, Guji fit remarquer que l'un des garçons serait seul, puisqu'ils étaient en nombre impair. Naito annonça que celui qui resterait seul partagerait la chambre du professeur. Et tout le monde se mit soudain à regarder ses camarades de classe avec beaucoup plus de faveur. Ils débattaient toujours de la manière de partager les chambres. Mais Kuina a ensuite déclaré qu'elle voulait faire équipe avec Rokiro. Tout le monde fut stupéfait par cette annonce, et Guji devint jaloux de Rokiro. Mais Naito précisa que les garçons et les filles avaient des chambres séparées. Kuina demanda qui s'occuperait de Rokiro, et je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. Kuina décrivit en détail ce qu'elle prévoyait de faire avec Rokiro, ce qui, en résumé, comprenait 4 sessions quotidiennes de doggy style rugueux, entre autres choses. Eh bien, Jay était aussi en colère que Guji en entendant cela, et nous avons commencé à faire équipe contre Kuina. J'ai demandé à Omar de parler à Kuina pour la raisonner, car je ne voulais pas que Rokiro ait tout le plaisir. Cependant, Omar a fait ses valises et s'est excusé, disant qu'elle était la 3e personne ici, et que si elle partait, leur nombre S équilibrerait. Elle dit qu'elle vivrait dehors dans une boîte en carton. Et je me suis senti mal en entendant cela. Quoi qu'il en soit, Guji, Hikari et moi avons dit à Jin qu'il devait aller en prison, ce qui signifiait partager la chambre de Naito, car il était le plus solitaire ici. Jin a répondu froidement qu'il était bien seul, et cela nous a mis tous les 3 en colère. Ils l'ont traité d'idiot, qui ne savait pas lire la situation. Et puis j'ai dit à Hikari que nous devrions partager une chambre. Hikari a immédiatement refusé, disant qu'il détestait être près de qui que ce soit. Et Guji se sentit trahi et abandonné. Alors qu'il était attristé que personne ne veuille de lui comme colocataire, Rokiro lui tendit une main amicale, lui demandant s'il voulait être son colocataire parce qu'il avait peur de Kuina. Cependant, Guji s'est mis encore plus en colère et a demandé à Rokiro s'il voulait le rendre encore plus jaloux en parlant de la façon dont Kuina lui donnait toujours le Glock 3000 avant d'aller en cours. La santé mentale de Rokiro en a souffert. Et pendant qu'il se lamentait tout seul, Hikari m'a dit de partager la chambre avec Naito. J'ai refusé, disant que je voulais parler des personnes que j'aimais et d'autres choses, avec un colocataire avant de m'endormir. J'ai dit à quel point J était excité d'aller en voyage scolaire avec tout le monde parce que je n'en avais jamais fait auparavant, ayant été suspendu au collège et ensuite expulsé dès mon entrée au lycée. Tout le monde a été surpris d'apprendre que J était allé à elle, école, et je leur ai demandé pourquoi ils étaient si étonnés. Guji a répondu que son pouvoir S était éveillé très tôt, il n'avait donc jamais eu l'occasion d'aller à elle, école. Les autres avaient des histoires similaires, et j'ai réalisé qu'ils étaient encore plus mal lotis que moi. Quoi qu'il en soit, Naito leur a dit d'arrêter de perdre du temps, et de décider de leur colocataire. Et j'ai dit qu'ils devraient utiliser la méthode pierre-feuille-ciseaux pour décider avec qui ils feraient équipe. Tout le monde a été d'accord avec cette idée, et quand ils ont montré leurs signes, Guji s'est avéré être le célibataire. Il était dévasté car il devait maintenant partager une chambre avec Naito. De mon côté, je me sentais chanceux d'avoir évité Naito, mais j'ai ensuite découvert que mon colocataire était Jin. Et pour être honnête, ce N était pas beaucoup mieux pour moi. J était déçu car Jin était la personne la moins amusante du groupe. Mais Jin, d'un autre côté, était curieux à mon sujet. Avant de retourner à l'académie, il avait parlé de moi à Kyoa et avait appris des détails sur les enfants de Kishin. Il était maintenant un peu amer à ce sujet et m'a dit de ne pas être trop sûr de moi, simplement parce que J était né avec des pouvoirs spéciaux. Après cela, le cours est devenu plus chaotique que jamais. Et j'ai commencé à penser à Mei. Je me suis demandé ce qu'elle faisait, et j'ai espéré qu'elle travaillait dur pour un avenir où elle pourrait être en sécurité et heureuse. Au même moment, au siège de l'agence Momotaro, le voyou Shina était également en action. Il pensait que s'il parvenait à me vaincre, moi qui avais battu Tsubakiri, il marquerait beaucoup de points, et serait promu capitaine de équipe. Il a dit à son équipe de se préparer, car il partirait immédiatement, et ils lui ont dit qu'ils n'avaient pas le droit de partir de leur propre initiative. Cependant, Shina s'en fichait, car tant qu'il obtenait des résultats, ses supérieurs ne se plaindraient pas de ses méthodes. Quelques jours plus tard, mes camarades de classe et moi profitions d'un bain public chaud après une dure journée de cours. Pendant que je me plaignais du fait que Naito était un professeur démoniaque, Jin est parti parce qu'il avait fini de se baigner. Hikari est également parti parce qu'il en avait marre de mes divagations. Mais au moins Guji était d'accord avec moi. Rokiro, quant à lui, savait que Kuina l'attendait dehors pour le choyer. Et même si Gok était le rêve de tout homme, ce lâche était terrifié par cette idée. Guji et moi pensions qu'il fanfaronnait. Mais quand Rokiro nous a assuré qu'il avait peur des mères attentives et dominatrices, nous avons entendu la voix de Kuina, alors qu'elle essayait d'entrer dans les bains des hommes pour être avec Rokiro. Les 3 garçons ont eu des réactions différentes à cette situation. Mais quand la porte s'est ouverte, ils ont vu Naito à la place de Kuina, qui était retenu par les autres garçons. Naito a dit à tout le monde qu'ils allaient procéder à un exercice D, évacuation d'urgence, et que tout le monde devait se rassembler dans le gymnase dans 10 minutes. Eh bien, je suis arrivé en retard et j'ai commencé à dire à Naito que était sa faute de m'avoir dérangé pendant ma détente. Naito n'a accepté aucune de mes bêtises et m'a demandé si je voulais m'entraîner dans la tempête qui faisait rage dehors, si j'avais un problème avec l'exercice D, évacuation. Et j'ai immédiatement changé d'avis.
Quoi qu'il en soit, Naito a commencé son sermon, disant aux étudiants que s'ils ne pouvaient pas agir en équipe et prendre des mesures rapides en cas d'urgence, leurs chances de survie diminueraient considérablement. Il a dit que cet exercice était là pour les former au travail des équipes et a ensuite montré du doigt les fournitures qui étaient gardées dans le coin de la pièce. Il leur a dit de rester dans le gymnase jusqu'à nouvel ordre pendant qu'ils patrouillaient sur le campus. Tout le monde a été soulagé lorsque Naito est finalement parti, mais maintenant il ne savait pas quoi faire. Jin fut le premier à remarquer une marmite parmi les fournitures, et j'ai dit qu'il pourrait y avoir une bombe à l'intérieur. J'ai pointé mon doigt dessus, disant que la meilleure façon de gérer une bombe était de lui tirer dessus à distance. Mais Hikari et Omare m'ont dit d'arrêter, car même un singe pourrait reconnaître que la marmite contenait leur dîner. J'ai ri, leur disant que je plaisantais, mais Hikari s'est fâché contre moi et m'a traité de sandwich idiot. Chiki s'est disputé avec lui, mais la dispute s'est terminée assez rapidement quand Omar a commencé à s'excuser de l'avoir insulté. Quoi qu'il en soit, pendant qu'ils se disputaient, Kuina a décidé d'aller chercher la nourriture de son cher Rokiro, et elle a découvert que kersei était leur plat principal de curry et de riz. Alors que tout le monde s'asseyait pour manger, j'ai commencé à faire l'idiot, et j'ai demandé si quelqu'un voulait mes germes de haricots, parce que je détestais tout aliment qui avait l'air vert. Omar m'a dit d'arrêter d'être difficile, et même si elle aimait les germes de haricots sautés, elle ne les aimait pas au point d'accepter les restes de quelqu'un d'autre. À ce moment-là, j'ai remarqué Hikari près de la marmite car il avait terminé sa première portion, et j'ai immédiatement avalé toute ma nourriture en 3 bouchées avant de me précipiter pour prendre une deuxième portion. Jin les observait de loin, et bien qu'il ait aussi voulu se précipiter pour prendre une autre portion, il ne pouvait pas manger vite, car il avait du mal à supporter les épices, et il ne voulait pas que quiconque pense qu'il était faible. Il mangeait donc lentement. Kuina, d'autre part, a demandé à Rokiro s'il voulait une autre portion, et il a répondu qu'il était déjà plein, et que s'il mangeait trop, il aurait des nausées. Il était un peu jaloux des idiots qui pouvaient manger autant qu'ils voulaient. Mais il était aussi content qu'ils aient du pudding avec le curry. Il a dit à Kuina à quel point il aimait le pudding, mais cette idiote est devenue jalouse et lui a demandé s'il aimait le pudding plus qu'il ne l'aimait. Rokiro ne savait même pas quoi dire alors que Kuina commençait à le secouer. Mais elle a ensuite décidé de lui préparer du pudding plus tard, et il l'a remercié pour cela. Cela a soudainement changé l'humeur de Kuina, et elle a dit à Rokiro qu'il pouvait aussi manger son pudding. Quoi qu'il en soit, une fois que tout le monde eut fini son dîner et son dessert, Omar découvrit qu'il restait un paquet de pudding. Elle a demandé si quelqu'un avait oublié, mais tout le monde avait déjà eu sa part de pudding. Puis, elle a demandé si quelqu'un voulait le paquet supplémentaire, et Jin a décidé d'arrêter d'être dur, et a levé la main. Cependant, j'ai immédiatement arraché le pudding des mains d'Omar. Jin a baissé la main, déçu, mais j'ai réussi à le voir. J'ai dit à Jin de ne pas hésiter s'il avait faim, et je lui ai donné le dernier plat de curry que j'avais gardé pour plus tard, mais mon geste sincère n'a fait qu'énerver Jin encore plus. Au même moment, Naito vérifiait pièce par pièce dans le cadre de l'exercice évacuation d'urgence. Juste à ce moment-là, le port vert facteur de l'académie est arrivé, et Naito a décroché le téléphone pour trouver le directeur à l'autre bout du fil. Le directeur lui a dit qu'il n'avait pas besoin de respecter les règles de l'exercice d'urgence, car ils savaient tous les deux qu'il n'y avait pas de danger réel sur le campus. Il a dit à Naito d'aller passer du temps de qualité avec ses élèves, mais il s'est ensuite rendu compte que les élèves seraient plus à l'aise s'il n'était pas là. Naito a accepté, mais il espérait juste que ses élèves pourraient s'entendre, mais il ne voyait pas cela se produire de sitôt. Il a commencé à parler du fait que tout le monde avait ses propres fardeaux émotionnels, et qu'il était facile pour aucun d'entre eux de s'entendre avec les autres. De retour au gymnase, Jin se préparait à se battre avec moi pour le pudding, et je l'ai traité de lâche qui n'osait pas dire qu'il voulait plus de pudding. Cela a énervé Jin encore plus, et il a déchaîné sa lame de scie sanguine, me faisant invoquer mon bazooka aussi. Jin m'a d'abord tiré sa lame de scie dessus et j'ai réussi à la bloquer. Mais juste au moment où Jou était sur le point de riposter, Naito est arrivé. Il était déçu que nous risquions nos vies pour un pudding, et encore plus déçu que nous ayons mangé toute la nourriture sans lui en laisser. Tout le monde a été choqué d'entendre que Naito était censé manger avec eux, et Omar a commencé à s'excuser d'avoir mangé tous les germes de haricots. Les autres élèves étaient plus effrontés, et ils ont dit à Naito que était sa faute de ne pas avoir été clair plus tôt, et ils ne pouvaient pas nier leur logique. Quoi qu'il en soit, il leur a dit qu'il était strictement interdit d'utiliser leur capacité ou de se battre dans le gymnase, et que quiconque quitterait la salle sans autorisation serait renvoyé. Il est ensuite parti avec le pudding, mais a oublié sa cuillère. Omar se demandait s'il devait le poursuivre et lui donner la cuillère, mais Kuina lui a dit d'oublier, car cela ne valait pas le risque d'être renvoyé. Tout le monde a décidé d'aller dormir après cela. Et j'étais excité parce que je voulais juste traîner avec des gens de mon âge. Jin était tout le contraire, et il gardait ses distances avec tout le monde. Pendant ce temps, Kuina a dit à Rokiro d'entrer dans son sac de couchage pour qu'il puisse se câliner toute la nuit, et il n'aimait vraiment pas cette idée. Cela a énervé le pervers Guji, qui voulait aussi être chanceux. Et Hikari était tout le contraire de lui. Il avait l'âme d'un vieux jeu, pensant que les garçons et les filles ne devraient commencer à sortir ensemble qu'après l'âge de 20 ans. Et il n'aimait même pas l'idée qu'ils dorment tous ensemble. Il a immédiatement utilisé un rideau pour diviser la salle en 2 sections afin de séparer les hommes des femmes.
mais je m'amusais toujours, car C était comme un voyage scolaire pour moi. Eh bien, Hikari a décidé de se joindre à la fête et a dit qu'il était temps de raconter des histoires d'horreur. Chiki a commencé à transpirer parce qu'il avait un peu peur des fantômes et des choses comme ça, mais les autres garçons étaient tous impatients de partager des histoires effrayantes. Hikari a dit à Jin qu'il partagerait aussi une histoire avec eux, et j'espérais que Jin montrerait un manque d'intérêt pour que je puisse avoir une excuse pour reculer. Cependant, Jin n'avait aucun problème avec les histoires de fantômes et j'ai réalisé que J était fichu. Rokiro a raconté une histoire en premier, expliquant qu'il avait l'impression que quelqu'un le regardait constamment depuis son arrivée à l'académie, mais tout le monde lui a dit que C était juste Sina. Ensuite, Guji a parlé de sa peur chaque fois qu'il entendait les pas de Naito, alors qu'il luttait avec son serpent. J était content qu'il n'y ait pas encore d'histoire de fantômes. Mais ensuite, Hikari a commencé à raconter une histoire sur le fantôme d'une femme sur un col de montagne. Soudain, la lumière s'est éteinte et j'ai poussé un cri de terreur sauvage. J'ai fait semblant d'être cool, et j'ai essayé de rejeter la faute quand Guji a allumé la lampe de poche, mais il y avait des choses plus importantes dont il fallait s'inquiéter. Jin a dit qu'il semblait que les rumeurs selon lesquelles les histoires de fantômes attiraient de vrais esprits étaient vraies, puis il a pointé du doigt un fantôme qui se tenait dans le coin de la pièce. Ce N était que le proviseur qui essayait de faire peur aux enfants pour qu'ils se lient un peu plus. Mais moi, Rokiro et Guji étions terrifiés. Ils se sont accrochés à Hikari, qui les a repoussés, car C était la première fois qu'il voyait un vrai fantôme et il voulait devenir un chasseur de fantômes. Il s'est précipité sur le proviseur, qui l'a fait voler en arrière avec un champ de force. Et Jin a décidé de passer ensuite. Le trio lâche s'est à nouveau accroché à lui. Et alors qu'il essayait de se libérer d'eux, j'ai laissé la peur prendre le dessus sur ma raison. J'ai invoqué mon pistolet et j'ai commencé à tirer au hasard, faisant exploser la pièce sans même viser directement le proviseur. Quand Naito est arrivé au gymnase plus tard, il a été choqué par ce qui était passé, et le proviseur lui a demandé de dire aux élèves que ce N était qu'un mauvais rêve et qu'il n'y avait pas de fantôme. Le lendemain, tout le monde croyait avoir fait un mauvais rêve à cause de la nuit d'orage. Naito est entré dans la classe, leur disant qu'ils allaient à Tokyo pour le prochain exercice sur le terrain. Mais c'est là que cette vidéo se termine. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Mon histoire se termine ici, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, et à bientôt.